Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon alors, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez microscopique ? Je ferais du parcours dans ma bibliothèque. Ah, c'est bon ça. Moi, je pense que je ferais partie du groupe électro The Micronauts. Waouh. Eh ben, moi, je ferais du rodéo sur des sauterelles. Pas mal. Et toi ? Oh, moi, je me moquerais du Kang, dira-t-on. Wow! Pro, pro, pro! Bouillard! Bonsoir et bienvenue dans la 202e émission de Comics Outcast. Je suis Jean Voca comme un avocat sans le A et je suis très heureux ce soir de vous retrouver et d'accueillir mes trois chroniqueurs. Alors on va les présenter par ordre d'ancienneté. Tout d'abord on a Regan. Et oui, ça y est, oui, le temps voilà. passe. Hein. T'es arrivé hier et déjà, déjà quasiment la retraite. Hein. Ah bah, Mais bon, ouais, tu vas il va pouvoir falloir attendre encore. Mais tu vas pouvoir faire 2 ans de plus de comics. Exactement, quel plaisir. Bon, tu vas bien ? Écoute, ça va plutôt bien, ouais, merci. Tu lis des trucs en ce moment ? Ah ben là, j'ai attaqué un gros morceau qui est Ecstatix à force d'avoir attendu cet omnibus à corps et à cri. Donc c'est enfin démarré. Ah bah, du coup, nous, on attend le focus. Oui, ça me semble plus que naturel même. Bon, et ce soir, de quoi tu vas nous parler ? Ce soir, je vais vous parler de Karim Debache. Oh, c'est pas beau. Ensuite, toujours par ordre d'ancienneté, mais ça s'est collé tout près, on a XT. Ils sont quasiment jumeaux. Hein. Ah oui, hors d'ancienneté, mais vraiment. Voilà. Bah, tu vois, hein, c'est ta deuxième émission Qui est sortie en officielle. Or, la présentation pendant la 200e était déjà le plus ancien. Mon Dieu. Voilà. Et tu vas bien ? Ouais, très très bien, merci. Tu lis des trucs en ce moment ? Ouais, je viens de terminer For All Season hier soir. Quel pied. Ah. Grand plaisir. Cool. Puis voilà, il parlait du Ecstatix, j'avais fini aussi la semaine dernière. Pareil. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais tu l'as lu ou tu l'as feuilleté ? De quoi tu vas nous parler ce soir ? Eh bien, je vais parler de Blade Runner 2019. D'accord, très bien. Et enfin, on accueille notre petit poupon. Bonjour. Vous l'avez déjà entendu pendant la 200e et il fait ce soir sa première émission officielle. Bienvenue Matt Satonaka. Oh, merci. Tu vas bien ? Très bien, merci. Content d'être là ? Et heureux, très heureux d'être là. Bon, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Je rattrape tout mon retard sur _off X. Oui, d'accord, ouais, bah, je suis un peu dedans aussi. T'en es où ? Là, je suis dans... Ah ouais, d'accord, trop long. Bon. après Inferno. Ah oui, t'es pas très loin. Oui. Bon, et de quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais juste vous dire que just as long as we're together, everything is alright. Ok. I got it, ok. Yeah, man. Bon, et à la réalisation ce soir, nous avons Kétrus. Oui. Ouais, bonsoir Kétrus, qui a pas de micro, viens dire bonsoir au micro. Bonsoir. Bonsoir au micro. Bonsoir au micro. Il y a du fromage à la truffe. Oui, alors heureusement que vous n'êtes pas avec nous parce que ça sent Il n'y le a pas fromage. d'odorama, Dieu merci. Il n'y a pas d'odorama. Dieu merci. Donc, c'est avec mes trois chroniqueurs et Kétrus Salarial que nous allons faire cette émission qui se décompose comme toujours en 3 parties. D'abord les reviews où chacun des chroniqueurs a choisi un titre dont il a lu le début, en général les 3 premières issues, et qui va présenter, et ensuite les chroniqueurs en parlent entre eux pour la première fois. Dans une deuxième partie d'émission, on fera un focus, on va s'intéresser plus en profondeur à une œuvre, et en troisième partie, le HLB pour Hors les bulles, où on s'intéresse aux comics hors des comics, donc adaptation, et ce soir on parlera, comme vous vous en doutez, j'imagine, de la dernière production du MCU, à savoir Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit et qu'on peut juste dire que Comics Outcast 202, c'est parti! Alors, on attaque par les reviews et on attaque par le petit nouveau. Bim. Tatonaka, de quoi tu vas nous parler? Eh bien, je vais vous parler d'un comics Star Wars, la Haute République. En préambule, néanmoins, avant de commencer, et par respect pour nos auditeurs, je souhaiterais apporter 2 éléments de contexte afin de mieux appréhender ce comic book. 1. Ça fait longtemps que l'univers de Star Wars n'a pas été évoqué dans Comics Outcast. J'en profite pour reprendre... Dénonce déjà quand même. Ça arrive, ça revendique. Ouais. J'en profite pour reprendre le flambeau stellaire et passer à un salut plus qu'amical à Zef, parce que lui au moins il en parlait. 2. Corollaire du premier point, On sent les chouchous. il me semble utile d'expliquer que la séquence narrative appelée la Haute République a été lancée en 2021.
Ça regroupe plusieurs œuvres, un peu de tout. Il y a des romans, des nouvelles, des mangas et des comics qui ont été publiés alternativement chez Marvel et chez IDW. Donc c'est un gros machin, un gros machin scénaristique, un gros business qui a été lancé, qui aurait dû être lancé en 2020, mais qui a été reporté en 2021 pour cause du... Ah, comment ça s'appelle cette maladie? J'ai oublié. Zut. La droite. Mais pardon, juste une précision, parce que Ouais. et ça s'est partagé entre 2 éditeurs. Oui, tout à fait. D'accord. IDW faisait les publications plus orientées jeunesse D'accord. et Marvel s'occupait des comics pour les grands. D'accord. Mais IDW, ça dépend de Disney ou pas du tout? Non, c'était... Ils ont trouvé un accord. Ah, tout à fait. Ok. Tout à fait. La période couverte par cette ère de la Haute République va de moins 350 à moins 50 années avant l'intrigue des films, dans une époque dans laquelle l'ordre Jedi est à son apogée. Et c'est une époque qui est consacrée à l'exploration spatiale. C'est découpé en 3 phases narratives, dont 2 sont déjà lancées. La 3e ne devrait plus tarder maintenant. Et l'histoire dont on va parler ce soir, c'est une histoire qui est située au sein de la première phase, qui s'inscrit après les romans. D'accord ? Donc les romans qui sont publiés chez Pocket en France. Bon, c'est des romans Star Wars. Pour ceux qui en ont déjà lu, ils savent à quoi s'en tenir. Mais ce comics-là donc, arrive après les romans. Aux manettes du comics dont je vais parler ce soir, Star Wars La Haute République, publié chez Panini Comics en France, mais on en reparlera, n'est-ce pas Reagan? Cavan Scott au scénario, dont ce comic book est l'œuvre la plus notable. C'est un type qui a écrit un petit peu partout, mais qui se débrouille bien, je vous le dirai sur ce comics-là. Ario Anindito au dessin, qui a officié sur du Star Wars, beaucoup de Star Wars et des X-Men aussi. Marc Morales, rien à voir avec Miles Morales, c'est pas le même. À l'ancrage, qui lui aussi est un habitué de chez Marvel. Et Annalisa Leoni aux couleurs, qui elle a bossé sur Oblivion Song, s'il vous plaît. Dans les 3 épisodes dont je vais vous parler ce soir, 0 montage, sont narrés les aventures d'une Padawan qui s'appelle Kiv Trenis. Et cette jeune personne passe beaucoup de temps à jurer dans sa langue natale. C'est un des ressorts humoristiques de cette série-là. Et elle est accompagnée par son maître Jedi, qui est nommé Sker, qui est un Trashodan. Donc c'est une race de lézards, des gros lézards anthropomorphes. Manchot, il a perdu un bras. D'accord. Il a pas repoussé? C'est un lézard. Pas encore, D'accord. figure-toi. Ça ne saurait tarder, mais là, dans les 3 premiers, non. Dès le premier épisode, carrément dans les premières pages, Kiv, notre Padawan, est adoubé chevalier Jedi au terme d'un coup d'éclat qui lui a permis de sauvegarder une espèce intelligente mais de sacrifier son chasseur. Bon, finalement, c'est pas très grave. Autre ressort humoristique d'ailleurs. On voit d'ailleurs dès le début de la série que ça se prend au sérieux sans se prendre au sérieux. C'est assez sympa. Mais le véritable enjeu de ces épisodes, c'est l'inauguration d'une station spatiale Jedi baptisée le Flambeau Stellaire. Donc là, on revient dans l'espace, les Piu-Piu, qui représente un phare aux confins de la galaxie pour toutes celles et tous ceux qui sont en péril. C'est une réponse à un événement traumatisant qui a été relaté un peu plus tôt dans les romans et qui s'est déroulé quelque temps auparavant. Nos héros, suite à cet adoubement, sont appelés rapidement sur une scène de massacre à bord d'un vaisseau qui implique notamment un Hutt, et pas de spoiler, ça arrive vraiment dès le début. Et de fil en aiguille, ils vivent plusieurs aventures et ils sont amenés à se rendre sur une planète qui recèle un danger certain. Ça rebondit, il y a des situations qui sont différentes, ça renoue avec ce qu'on connaît de Star Wars, c'est-à-dire des environnements qui sont différents, des situations qui sont différentes, beaucoup d'aventures. On sent quand même que c'est dirigé vers un lectorat relativement jeune dont il faut capter l'attention. Et c'est un des atouts de ces épisodes-là. Ça ne laisse pas de répit. Pour autant, il y a des respirations, comme je vais vous le dire tout de suite. Sur le comics en tant que tel, le trait est précis. Moi, j'ai trouvé que c'était propre, c'était clair. La mise en page est nickel, ça nous perd jamais malgré un rythme dynamique, c'est-à-dire on comprend toujours ce qui se passe. Quand on fait des Jedi, quand on dessine des Jedi qui se battent au sabre laser, c'est pas forcément évident. Là ça marche, le rythme est dynamique, il est relevé, les couleurs sont numériques certes, mais sont précisément choisies pour accompagner les ambiances. Finalement il manque que la musique, mais ça c'est charge-vous de vous trouver une bonne BO et de mettre la musique qui va bien. Star Wars sans la musique c'est jamais bien évident. Je me demande bien quelle musique on pourrait mettre. D'un certain Jean Guillaume. Jean Guillaume. Voilà. Les personnages sont intéressants, potentiellement complexes, on le sent dès le début. Et ils évoluent dans des lieux qui sont hostiles
ce qui donne une teneur particulière à cette enquête spatiale. On est sur une enquête, hein. On est dans une recherche de compréhension d'événements violents qui se sont produits. Malgré l'apparente puissance des Jedi, dont certains travers sont raillés, une fois de plus, beaucoup d'humour, les personnages sont constamment en danger, ce qui rend la progression remarquable. Et ce danger vient de l'extérieur, mais pourrait bien également venir de l'intérieur. Notre attention est portée sur les doutes individuels que ressentent les Jedi, sur les actions personnelles, et c'est ça qui constitue l'ordre Jedi. Ce sont les individus qui constituent le collectif dans ce comics-là, qui le façonnent, et non l'inverse. On est vraiment très très loin des Jedi qu'on connaît dans les films et leurs mantras. D'ailleurs, ils se moquent beaucoup des mantras des Jedi. D'ailleurs, Kif s'en souvient même pas. Elle dit même pas que la force soit. Il dit non mais je sais même pas comment le dire. Voilà. Donc ça se moque beaucoup de ça. Dans les films où les Jedi sont une véritable religion et on dit tu fais un avec la force, que la force soit avec toi, etc. C'est le collectif qui va constituer l'individu. Là, on sent véritablement que ce sont les individus qui sont en train de façonner la légende des Jedi. Et ce sont eux-mêmes qui dictent leur conduite et leurs craintes, leurs doutes et leurs peurs. Ça, c'est assez intéressant. C'est du classique. Okay. Pas de surprise, on est dans une franchise, mais c'est du classique revu, mais bien revu. Les codes sont respectés et ce sont les détails qui rendent cette histoire digne d'intérêt. Le tout est vivant, bien rythmé. Kiv, le personnage principal, est attachante. Le sentiment général est qu'il y a vraiment de quoi faire avec toute cette matière. On va discuter de la politique éditoriale, mais je laisserai Regan, je crois qu'il a son mot à dire sur le sujet. Puisque en français, il y a 5 tomes qui sont sortis. Et c'est une fin qui n'en est pas une, puisque la publication US continuait et les tomes se sont dilués dans les publications de Panini, de manière incompréhensible. Cette période de la Haute République permet d'explorer des nouveaux aspects d'un univers qu'on connaît bien loin des Skywalker qui, à mon sens, sont devenus trop encombrants. Cette histoire respecte les lecteurs et leur intelligence, tout en proposant une nouveauté, bien loin d'un film sinistre de triste mémoire dont je tairai le nom. Un dernier mot pour Kiv. Baby, you got the look. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On va demander leur avis aux 2 autres chroniqueurs autour de la table. XT, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, en fait, déjà, quand on a proposé Star Wars, moi, je n'étais pas du tout enjoué parce que Star Wars, c'est vraiment, je n'ai aucune vraie affinité avec la licence. C'est quelque chose. Enfin, j'aime bien les 3 premiers films, quasiment, et je crois que c'est Rogue One, si je ne me trompe pas, que j'aime bien. Ah oui. Mais je n'ai vraiment pas plus d'affinité plus que ça avec la licence. D'accord. Donc bon, pourquoi pas. C'est bien, ça le regard un peu plus neutre, frais. on va dire, voilà. J'ai juste un premier truc qui m'a fait tiquer un peu en rigolant. Je fais tiens, les sabres laser, pour moi c'était un laser, ça brûlait, ça coupait, et puis on la voit qui s'accroche avec son sabre laser à une espèce de pierre ou plante, et elle reste accrochée là-dessus comme si elle avait planté quelque chose dans un mur qu'on vient dans le film. Donc pourquoi pas, mais je ne savais pas que c'était censé faire ça. Moi, c'est du détail, c'était juste pour le petit côté la physique amusant. des sabres laser, et des fois géométrie variable. Voilà, des mais scénarios. c'est normal, c'est le comics, c'est la BD. Il y a des matières que les sabres laser ne peuvent pas trancher. Et voilà, C'est dans le canon. Je ne suis pas au courant de tout le lore, donc voilà, c'était aussi. Donc tu peux considérer que cette pierre était en matière spéciale. Voilà. Du coup. Plus Ok. matière spéciale plus 5. Ketrus dit elle était en selle. Il va falloir te mettre un micro en fait. Non. Bon, alors, à part les sabres laser. Non, après, c'est pour le mini-rente, forante pour la blague. Reste que alors, ça va vite, en fait, au départ, ça va assez vite. On a à peine le temps de voir, de comprendre qui est qui, qu'on est déjà maître Jedi, de passer de Padawan à maître Jedi sans avec les choses qui sont assez évacuées. En fait, quand Matt le décrit, j'aurais bien aimé lire la même chose que ce que lui me décrivait. D'accord. Donc Le fameux résumé Wikipédia qui est mieux que le bouquin. Oui. Mais c'est la Mais violence. je le prends comme un compliment. Mais donc mais- manifestement, tu l'as pas vécu comme Matt. non, pas du tout. Mais par contre, c'est pas pour autant que je dirais que c'est mauvais. C'est-à-dire que je trouve ça assez générique, en fait. Enfin, D'accord. en fait, il y avait un petit Est-ce que côté. c'est pas pire hein Ouais, c'était. Ouais, que... Après, en fait, il y a un truc. Il y a un moment, dans la troisième issue, on a une espèce de monstre plante qui arrive aussi, qui devient ennemi. Bon, pourquoi pas, mais ça, en fait, pourquoi pas. Enfin, il y a des choses. J'arrive pas à voir où ça va. J'ai beaucoup aimé. Il y a un moment où, en effet, quand le début de l'enquête, le Hutt est assassiné. Là, en effet, je me dis là, il y a le truc qui va m'intéresser. Là, il y a le truc. Et après, ça repart très très vite en ce qui m'intéresse un peu moins, où ça part. Et peut-être mon côté. Enfin,
je vois moins l'intrigue avancer, et tout va trop vite en fait. Enfin, j'ai l'impression que tout va trop vite. Et j'ai même pas le temps de m'attacher on est que sur 3 issues, mais j'ai pas le temps de m'attacher tant que ça au personnage, même leur évolution va presque trop vite à mon goût. On a un personnage, le maître de l'héroïne, Kiv, qui est un personnage au début qui semble quelqu'un d'honorable, etc., part très vite sur des choses beaucoup plus sombres. On n'a pas le temps de le voir. Il évolue, mais il évolue presque trop vite. Voilà. Donc voilà, bon, moi j'irai pas beaucoup plus loin, mais bon, c'est aussi mon affinité avec la licence qui n'est pas la plus. Qui n'est pas exacerbée. Voilà, c'est ça. Merci. Bon. Et Regen, alors, je t'ai senti un petit peu. Alors Alors déjà, faut voir que quand ça sort, on est, comme le disait Matt, encore à manger de la saga Skywalker dans tous les sens, et pas que les films d'ailleurs. Même les comics ont tendance à aller choper la moindre interstice d'histoire possible. La moindre minute. La moindre minute qui ne serait pas encore racontée entre le 1 et le 9. Donc du coup, ça fait du bien d'aller voir ailleurs, de toute façon. Oui. Ça, c'est factuellement, il n'y a aucun problème de ce côté-là, c'est même ce qu'on demande, c'est-à-dire d'aller voir dans le passé, dans le futur, peu importe, c'est une galaxie interminable, mais clairement, il y a de quoi faire. Une fois ça dit, l'usage qu'en fait le comics de cet univers étendu si vaste est assez limité, assez sage. C'est pas dénué d'intérêt, mais on voit clairement qu'ils l'écrivent comme une ongoing, c'est-à-dire même si des éléments vont vite, globalement on raconte quand même pas grand-chose et on garde énormément de cartouches pour faire évoluer la longue trame et la longue histoire. Et du coup, c'est comme on disait, classique, assez sage. C'est propre visuellement, soit dit en passant, effectivement. Moi, j'ai pas de souci avec le visuel. Oui, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, rien à dire. Et du coup, voilà, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on peut prendre son temps sur une trame, mais ça marche mieux quand on en arrive à s'attacher aux personnages. Et les personnages manquent de charisme. Soit ils sont trop rushés sur leur développement, comme on disait, soit ils manquent d'épaisseur. Enfin, à mon goût, j'ai du mal à m'attacher globalement aux personnages qu'il y a eu dedans. J'ai personnellement donc continué sur les 5 tomes de l'édition Panini VF, mais c'était toujours en demi-teinte, sympathique sans plus. Enfin, du mal à vraiment m'enthousiasmer pour ces personnages et ces histoires, alors que la période est vraiment intéressante, en l'occurrence, par contre, sur la trame, on va dire, globale de l'univers Star Wars. Oui. Je me permets aussi, par rapport à ça, pour compléter un peu, à un moment, je me suis dit, tiens, au tout début, je me suis dit, tiens, c'est bon, on va pas du tout nous parler de nos héros habituels dans lesquels on a l'habitude de voir. Et là, mais évidemment, le petit Yoda qui vient là. Évidemment. Je me suis dit, bon, après, alors, ils le font peu quand même, voilà. Mais oui, on a un name droppé quand même. Ils auraient du mal à s'en priver. Mais ils l'auraient pas mis, en fait, ça aurait rien ça changé. Strictement. Oui, c'était une petite parce que toi, Regen, tu es, contrairement à XT, t'es très branché Star Wars. Ah oui, j'en lis. Alors, j'en lis beaucoup moins maintenant parce que la qualité a baissé, tout simplement, au niveau des comics, à mon goût. La période Charles Soule, etc., a quand même fortement diminué dans qualité. En gros, moi, j'ai lu tout ce qui est Afra, tout ce qui est toute la première période Disney, etc., qui arrive avant, d'ailleurs, la Haute République. Et il y a vraiment de très bonnes choses. Franchement, c'était très intéressant. Moi, j'ai lâché quand ils ont commencé à partir sur les Crimson, machin, etc. J'ai arrêté. Aussi pour faire du tri, tout simplement, parce qu'on peut pas tout lire. Je ne doute pas de la qualité, mais on revient encore sur la même période. Et comme je disais, personnellement, la symbolique, pour moi, l'aveu d'échec, ça a été Bounty Hunter War, qui est littéralement qu'est-ce qui s'est passé entre 2 scènes vues à l'écran sur le film. Voilà, là pour moi, on atteint le non-intérêt. L'univers étendu a été trop étendu. Toute la période Kieron Gillen sur Dark Vador était quand même super. Ah oui, clairement, ça fait partie des très bonnes choses. Mais je vous trouve un peu du rail quand même, parce que... Je vais juste finir sur la publication, comme je disais. Oui. Fais-toi plaisir. Donc effectivement, j'ai voulu les lire en VF parce que je voulais donner sa chance effectivement au produit. Panini avait choisi de les éditer dans une pseudo-publication semi-rigide, mais kiosque quand même. Un peu comme ils font les comics de l'été maintenant. Oui. Voilà, typiquement, c'est ce format-là. Et puis finalement, au bout de 5 numéros, ils se sont dit non, mais en fait, on va plutôt les passer en 100%. Et ça ne se termine pas du coup, et ça bascule littéralement dans un autre format, dans une autre édition. Bon, autant vous dire que c'est à ce moment-là que j'ai dit on arrête les frais. Donc voilà, pour résumer de mon côté, c'est sympa, mais connaissant Star Wars, connaissant la période, etc.,
oui, je pense qu'on aurait pu aller gratter plus, aller plus, être plus charismatique au niveau des personnages. Donc la trame globale est sympathique, mais sans plus pour ma part. Alors, du coup, j'ai une question qui s'adresse à vous deux, Matt et Oui. Regan. Pour des lecteurs de Star Wars, spécifiquement, est-ce que vous le conseillez? Donc Regan, plus ou moins, je sais pas trop. Pour des lecteurs lisant déjà du Star Wars, Ouais. tu veux dire? Je pense que ça s'adresse plus à des nouveaux lecteurs, justement, parce qu'il n'y a D'accord. pas de background, il y a très peu d'informations à connaître. Comme je dis, je pense que c'est plus là que le public est visé. D'accord. Alors, Toi, euh, Matt, bah, qu'est-ce que t'en penses? Alors, avec plus ou moins de succès, mais je pense que c'est le public qui est visé. Moi je pense que ça s'adresse aux deux. Alors, c'est rafraîchissant. Ce qui est rafraîchissant, c'est qu'on ne nous rebat pas les oreilles avec le côté obscur toutes les 4 cases. Et les enjeux, et je le redis, c'est ce que je disais dans ma petite chronique, les enjeux et les dangers que doivent affronter les Jedi sont énormes. C'est-à-dire, ce sont des Jedi qui sont au sommet de la maîtrise de leur art et de la force, et pourtant, ils sont toujours en difficulté face à leurs adversaires, hein, que ce soit les monstres plantes ou les autres, ou cette fameuse race extraterrestre qu'on ne voit pas dans les 3 premiers épisodes, mais qui sont à l'origine de cette grande calamité qui a marqué la République, ou leur démon intérieur. Mais leur démon intérieur, c'est pas le côté obscur, c'est pas la carte bonus qu'on nous ressort tous les 4 matins. Ce sont des doutes qui sont individuels et qui font justement que moi je trouve qu'il y a des aspérités et ça rend ça intéressant. Pour répondre véritablement à ta question, je pense que ça s'adresse aux deux, c'est-à-dire qu'il y a une fraîcheur pour les fans de Star Wars qui veulent trouver autre chose que l'épisode 8 et les gens qui respirent dans l'espace. Et ça s'adresse aussi aux nouveaux lecteurs qui ne connaissent pas ce background-là. Et c'est un appel justement pour ces nouveaux lecteurs qui vont constituer leur connaissance de Star Wars grâce à ce nouvel univers. Très bien. Très bien. Une Et donc- dernière chose quand même à la décharge du comics, mais à la charge quand même de la ligne éditoriale, les romans, les nouvelles, les comics, tout ça, ça se croise, ça s'entrecroise, et je me demande si ça nuit pas à l'ambition du récit. Ah, du coup, tu me fais penser à une question qui m'est venue pendant ta présentation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir lu les romans? Non. Non, mais c'est important de le savoir. Parce que quand tu as fait ton résumé, s'il y a eu un événement dans un des romans, etc., Oui. tu te dis, mais si je ne l'ai pas lu, ça va aller quand même. Donc, manifestement, oui. Donc, ça, c'est un bon point, c'est important. Et XT, tu voulais. Ouais, alors là-dessus, moi, du coup, étant tout nouveau sur le Oui, truc, enfin, pour le coup, autant j'avais pas mal de jargon qui, pour moi, m'était un peu inconnu, même, pour une tant pas, hein, comme dit, plus ou moins profane sur la licence, hormis les films, on va dire. Je trouvais que ça allait. Enfin, c'est-à-dire que malgré le jargon, on arrivait à s'y retrouver. Clairement. Bon. Donc, par exemple, pour ça, en effet, pour un nouveau lecteur, je trouvais ça à peu près approprié. En effet. Très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur Star Wars, la Haute République. Matsatonaka a manifestement beaucoup aimé. C'est un petit peu mitigé du point de vue des deux autres, mais pas non plus. Enfin voilà. En tout cas, c'est propre, c'est net. Ça manque peut-être un petit peu de profondeur, de cœur carrément. La meilleure chose à faire pour nos auditeurs, c'est qu'ils se fassent leur propre avis. Et on va passer tout de suite à la chronique suivante. La rubrique cuisine avec la rubrique fromage. Oui, ça sent le fromage. Oh là là. La bonnette Sauvez-moi. la bonnette de mon micro pue le fromage. Sent bon le fromage, Je te trompe pas de mots. Oui, c'est vrai, pardon. Pour les suivants, c'est la bonnette rouge. Hein. XT, c'est à toi. De quoi tu vas nous parler? De fromage, pardon. Donc, je vais parler de Blade Runner 2019. Alors, pourquoi ce comics C'est un retard de 2 ans, là, quand même. Oui, alors en effet, il y a un petit Pardon. retard, mais je voulais en parler parce qu'en fait, quand c'est sorti, j'ai pas spécialement un grand attrait pour le film, si ce n'est qu'adorer le film, enfin pour la licence, hormis le fait que j'aime beaucoup le film et beaucoup le jeu vidéo qui était sorti. Quel film? Les deux, mais principalement le premier, évidemment. Moi, j'ai bien Ok. aimé le deuxième. Ça va, Et donc, mettons. Peut-être. Et donc là, en effet, je me suis dit, tiens, il y a un effet d'opportunisme à la sortie du deuxième film, parce que de Blade Runner 2049, car le comics est sorti à la même période. Et en effet, il se trouve qu'il est coécrit par le scénariste de Blade Runner 2049. Alors ça pourrait être à défaut pour certains, qualité pour d'autres, peu importe. Et aussi par ils sont un autre co-auteur, donc c'est Michael Green et Mike Johnson. Je préciserai aussi que le comics est dessiné, je commence par le dessin, est dessiné par Andrés Guinaldo, j'espère bien le prononcer, qui est espagnol, qui, de mon point de vue, rend très très bien pour l'univers. C'est-à-dire que j'ai pas récupéré le nom de la colo, mais la colo marche super bien, je trouve, avec l'univers, et le trait après reste assez, on va dire, classique, mais marche bien, je trouve. On parle pas de quelque chose de très original, hein, on reste de quelque chose de relativement classique, mais ça marche bien avec l'univers.
Petit point aussi, autre point que je préférais noter, c'est que les couvertures ont été aussi. On a Sid Mead qui a participé aux couvertures. Qui est Sid Mead ? C'est la personne qui avait designé les équipements, qui faisait le design de la ville futuriste pendant que notre réalisateur. Notre réalisateur tente de se barrer. Et à part ça, tout va bien. Donc, pardon, reprends. Et donc, Sid Mead qui fait des designs au cinéma. Donc, on peut penser à Tron. On passait du coup, il travaillait sur le premier Blade Runner. Et vous surtout, avez des très beaux artbooks au sujet de son travail Voilà. qui sont disponibles actuellement. Exactement. Et vous pourrez voir aussi, donc, pour ce comics, des cover B, des variantes. Ce sera toujours la cover B pour chaque issue. Donc, il s'est donné ce mal-là. Alors, aussi, on pourra aussi, Sid Mead, on pourra aussi le noter, car il a aussi designé un Gundam dans la série Gundam, Tournai Gundam. Quel enfer. Gundam. Voilà. Ça, c'est Sauvez-moi. pour- Eric 78, mon amour. Sauvez-moi. Vous m'avez perdu là. laisse. Et c'est pour le Gundam moustache, pour eux. là. J'essaye de hacker ça en Weebzopcast. Restons focus. Du comics, monsieur, du comics. Donc, repartons sur le récit. Donc, on part sur au départ, on a un point de départ qui est extrêmement similaire aux deux films. C'est-à-dire qu'on part, on a un texte d'intro qui nous explique que les Blade Runners sont là pour chasser les réplicantes de la Terre, que les réplicantes ont été interdits sur Terre. Quelque chose de très très classique. On aura aussi dans ce comics beaucoup des codes du film noir, c'est-à-dire qu'on va rester vraiment sur... On s'échappe pas tant que ça de la thématique Blade Runner, on sort pas du cadre, on n'essaie pas de faire de la romance... il y en aura un peu, mais ça va pas être le cœur. On reste vraiment sur quelque chose de code du film noir. On a une narration en voix off, évidemment, qui se fait là-dedans et qui, en fait, marche très bien, à mon point de vue. Alors, de quoi ça part un peu plus exactement ? En fait, on commence par une Blade Runneuse qui est qualifiée comme la plus grande Blade Runneuse de tous les temps, parce que évidemment, il faut Mal, toujours. voilà, exactement, il faut une catchphrase. Et on voit, on a en introduction, elle n'a aucune en introduction, elle attrape un répliquant, elle n'a aucune pitié pour lui. Elle lui-même laisse le choix de se suicider ou de le finir elle-même. Il en prend plein les yeux. Et Peut-être juste la temporalité par rapport au film. on est en 2019, littéralement. Donc le film est en 2049 et le premier, je sais plus quelle date par contre. Là, ce serait. C'est entre les deux films, quoi. Et donc en fait, on comprend aussi que lors de cette première page, on comprend tout de suite aussi qu'elle se sert des parties des répliquants pour les revendre, pour se faire de l'argent. Donc il y a aussi une partie scavenger dans cette histoire. Donc il y a vraiment le côté détective à engager, détective for hire. Donc après, le comics commence par... ensuite, on commence, une fois cette présentation assez rapide, on nous présente tout de suite son premier job qui en fait suivra à peu près tout le cours des 12 issues que compose ce premier arc. Et qui en fait ont un milliardaire nommé Alexander Selwyn qui lui réclame de retrouver sa fille et sa femme, Isobel et Cléo. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le world building là-dessus, c'est qu'il respecte vraiment certaines choses par rapport à l'univers. Il va même proposer un peu plus, c'est-à-dire qu'il met ces milliardaires qui vivent sur des îles privées en dehors de la ville. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le dessin, c'est qu'aussi, il met le seul moment où on voit de la végétation dans cet univers, c'est dans la villa de ce milliardaire. Donc c'est des petits détails comme ça que je trouve relativement intéressants. Et donc ça part sur l'enquête et le point de départ part de là, c'est retrouver cette femme et cette fille. Évidemment, rien n'est aussi simple que ça. Elle, via ses réseaux, elle commence à trouver, elle retrouve la voiture avec laquelle ils se sont échappés, qui a un accident, et de ce point-là, elle part de ce point de départ pour retrouver les derniers appels, vraiment le côté enquête. On suit vraiment un côté enquête, et ça marche plutôt bien jusque-là. Et on l'a su en fait voir reçoit un docteur qui en fait comprend que Isobel et Cléo sont passés la voir et qu'ils sont passés les voir. Je parle du docteur parce qu'on en parlera un peu plus tard. En parallèle, on voit aussi que Isobel et Cléo sont en train de fuir, on ne sait pas trop où, mais elles sont en proie à quelques voyous qui viennent les embêter. Sauf que là, on voit tout de suite que Isobel, la mère,
fout une raclée à haut voyou. Tiens, on se dit, bon, évidemment, nous ne sommes pas dupes. Ah, tu es réplicante, n'est-ce pas? Ah bon, moi, je Pas, croyais, n'est-ce pas Le doute Je crois qu'elle s'était entraînée, c'est moi, je tout. croyais qu'elle faisait du ninjutsu. Voilà. Donc pas vraiment de doute là-dessus. Et aussi dans cette première issue, on nous montre aussi un autre truc, c'est qu'évidemment notre héroïne n'est clairement pas en reste en termes de santé, c'est-à-dire qu'en fait elle devrait vivre dans un fauteuil roulant si elle n'était pas aidée par une colonne vertébrale intégrée à son propre corps, c'est-à-dire côté Exosquelette. exosquelette, merci. quand même. Donc on a un vrai respect des codes cyberpunk globaux, c'est-à-dire qu'on en rajoute un petit peu par rapport à l'univers, parce que je me souviens pas que ce genre de choses ait été vraiment évoqué dans les films. Si oui, c'est plus mes souvenirs qui... Tellement, Il y a non, la mais ça mais- pourrait. Il y a la partie Mais- amélioration Voilà. de l'être humain Mm. qui est au cœur du sujet de toute façon. Oui, mais bon, enfin, je veux dire, c'est pas, on ne montre jamais qu'un humain est amélioré avec des, bref, c'est pas le. Donc là, notre première issue finit ici, et donc on a un point de départ assez classique. Et en fait, on a sur les 3 premières issues, alors moi j'ai eu l'occasion, c'est quelque chose que j'avais lu auparavant en entier, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le point de départ a beau être très très classico-classique, c'est vraiment plutôt bien écrit, à mon avis. C'est-à-dire que c'est assez bien mené, on nous amène bien au point A, point B, et aussi surtout l'intrigue dépasse sa condition après. C'est-à-dire qu'en fait, elle sait en sortir et pour y revenir. Mais après, par contre, ça dépasse ces 3 issues, donc je vais pas y aller beaucoup D'accord. plus loin. Ça serait tricher. Ce qui n'est pas du tout mon genre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le oui. Donc après, en fait, un peu plus tard, on comprend en effet pourquoi Alexandre Selvin veut récupérer Sam et sa fille. En fait, on comprend vite en effet que le fait que ce soit une réplicante, qu'il y a eu un deal là-dedans. Donc sans en évoquer trop, mais en gros, on comprend que Selvin a travaillé avec Tyrell, donc le big boss de l'entreprise qui créait les réplicantes dans l'univers, et qui en fait sa femme est décédée et en gros avait demandé une réplicante pour remplacer sa femme, et ça La serait réplicante, fait- je connais, ouais, film d'horreur. C'était pas vraiment Mhm. très très bien. Non. ça serait fait contre sa vie. Alors je veux pas trop en dire plus parce que je pense Bah, que parce que c'est un polar, quoi. c'est un polar, et je préférais pas exactement aller plus loin, même si à certains moments ça dépasse sa condition de polar à certains moments, et puis c'est essayer de revenir. En fait, ça sait aussi où il faut. On a vraiment des personnages. Ce qui est intéressant, c'est le développement des personnages. Les personnages on n'a pas 15 000. On nous présente nos personnages principaux, les gens qui fuient, les compagnons des gens qui fuient, mais ceux qui sont présentés sont identifiés assez simplement, c'est-à-dire c'est aussi simple qu'on leur donne pas un nom, on leur donne presque un pseudo. On leur dit The Skin. Donc, quand on parle du docteur, on parle de Skin, c'est-à-dire qu'il travaille la D'accord. peau des réplicantes pour les changer, pour les humaniser, etc. Il y a aussi, je sais plus, il y avait d'autres noms que de ce genre-là pour les décrire. Donc, je trouvais ça vachement intéressant en termes de narration, c'est-à-dire que ça rend quelque chose d'assez efficace quand on lit, on ne réfléchit pas trop. Ah oui, c'était quoi déjà ce nom-là? Enfin, moi j'ai un vrai problème avec les noms quand je lis quelque chose, c'est je les oublie tout le temps dès que je les ai lus la première fois, je les oublie et je fais ah mince, j'ai oublié. Donc je pense que je peux m'arrêter là sans aller beaucoup plus loin. Maintenant, j'ai un regret là-dessus, c'est qu'en effet ça démarre trop comme les films, mais paradoxalement c'est aussi ce qui rassure pour les gens qui Quand tu débarques, ouais. quand on démarre. Voilà, c'est ce qui rassure, parce que bon, ça pourrait être trop classique, et moi quand j'ai lu je me suis dit oh bon, classico-classique. Et puis après, bon, ça prend son propre chemin. On n'a pas de name dropping, ce n'est Tyrell, évidemment, parce que ça reste l'entreprise qui crée la ville, etc., qui gère la ville. Mais on n'a même pas d'apparition du personnage. Je veux dire, c'est quelque chose qui. Oui, ça plane C'est- au-dessus, ça fait voilà. partie du lore, en fait. Voilà, ça fait partie du lore, mais on ne voit pas, on parle pas de Descartes, on n'a pas mention de quoi que ce soit de ce genre-là. On reste vraiment dans notre cadre de cette enquête, et ça sait y rester. Et puis voilà, en fait, je me suis demandé, tiens, il y avait presque un petit côté, et si Brubaker avait écrit Blade Runner, il y avait un peu de ça. Alors évidemment, on n'est pas au niveau de Brubaker, Ouh, attention. ouais. Non, après toute raison gardée, on n'a pas non plus le niveau de Brubaker, mais c'est quand même très sympa, à mon avis. D'accord. Bon, en tout cas, moi j'adore les polars, j'aime beaucoup Blade Runner, donc ça me donne plutôt envie. Mais est-ce que ça a donné envie à Matt Satonaka? Eh bien, moyennement. Moyennement. Difficile de s'émanciper des films et de l'œuvre de Philippe K. Dick. Il me reste à la fin de ce comic book-là un goût finalement d'inachevé, et qui est propre en fait à ce que je ressens face à l'œuvre de Philippe K. Dick. Bon, c'est quand même moins caricaturalement pessimiste que Philippe K. Dick.
Mais il y a des choses qui me gênent. Tu disais tout à l'heure, XT, que la ville était très bien représentée dans l'ambiance du film, etc. Moi, j'ai trouvé que la ville était très éclairée. Il y a des néons partout, il y a beaucoup de lumière. J'ai pas retrouvé ce côté sombre. Ça m'a gêné. C'est une des choses qui m'a gêné. Mais le côté sombre de quel cut de Blade Runner parce qu'il y en a 22 dont certains sont lumineux. Mais bref, moi, je dirais que ça serait la lumière du jeu vidéo pour ceux qui ont joué. Il y a quelque chose qui s'y rapproche. Oui, c'est vrai. Alors que dans le film, les seuls trucs qui sont lumineux, c'est les pubs. Hein. C'est ce fameux mur de publicité avec cette geisha là, qui mange sa pilule. Il y a des choses qui sont dites. Alors, il y a une alerte enfant moche. Je pense qu'il faut quand même le dire. Alerte enfant moche. Ah ouais, alerte enfant moche. Ils sont vraiment très très moches. Il y a un truc un peu gros comme une maison, c'est cet exosquelette qui apparaît, qui aussi nous amène des flashs en nous disant ce n'est pas un répliquant, ce n'est pas un répliquant, ce n'est pas un répliquant. Ça ne sera donc pas l'enjeu de la bande dessinée, ce qu'il l'était lors du premier film et dans le jeu vidéo. Quand même, alors néanmoins, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est ce côté rapport au corps humain. C'est très organique. Comme le disait XT, les gens qui aident la maman et sa jeune fille à s'enfuir, c'est the skin, the lung, the bones, the heart. Donc c'est toutes les parties du corps humain. Et même, donc pour les anglophones, les non-anglophones, donc les orteils, les doigts, les oreilles. Oui. Hein, voilà. Non, plus sérieusement donc. Donc la peau, le poumon, les os et le cœur. Autre chose aussi, c'est pas anodin à mon avis, à un moment donné l'héroïne doit faire cracher son Overcraft, ou je sais plus quel nom c'est. Elle va les s'écraser. Blade, non, un truc comme ça. Oui, je me souviens plus comment ça s'appelle. Elle va les s'écraser dans un entrepôt, faisant exprès, disons qu'elle va abîmer the body. Donc la ville elle-même, on fait référence à la ville elle-même en utilisant des parties du corps humain. Bon, c'est à peu près ce que j'ai trouvé de positif. Ensuite, ça reste très classique. Alors, oui, quand on aime le polar, pourquoi pas. Quand on aime Blade Runner, toi, c'était clairement resté sur ta fin. Complètement, et je vois, enfin, à part les rêves qui sont droppés à droite à gauche, je vois pas en quoi c'est du Blade Runner. D'accord, ok, donc un avis un petit peu dur, mais c'est ton avis, et je me demande quel est l'avis de Regan. Déjà, c'est plutôt sympathique, déjà. Honnêtement, ça se laisse lire, effectivement. Je voulais préciser d'ailleurs que c'est une ongoing. Alors, c'est fini depuis, mais c'était une ongoing. Et qu'en fait, ce qu'on lit sur les 3 premiers issues, c'est un arc en 4 qui se termine au premier TPB. Donc, si vous voulez ne lire que ça, peut-être qu'il redéveloppe derrière, mais l'histoire s'arrête en non, c'est pas ça. Non, j'ai lu la 4e, moi, l'histoire elle est finie. Non, pas du tout. T'as un arc en 12 issues 2019, et ensuite t'as un autre arc en 12 issues 2029, et après t'as un autre arc 2039. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire initiée à l'issue 1 se termine à l'issue 4. Pas vraiment. Ah quand même, l'élément principal de l'intrigue se termine au 4e. Peut-être qu'il continue à développer derrière, mais ça se termine bien au 4e. Non, pour le coup, vraiment pas du tout. En tout cas, c'était... Je comprends le côté. Alors, on va trancher. Juste pour l'anecdote. C'est surtout pour dire que moi, pour avoir lu le 4e, je vais m'arrêter là et ça m'ira très bien. Ok, ouais, alors c'est vrai que la suite, en effet, c'est 6 ans après, mais c'est clairement la suite de l'intrigue. Non, mais je veux dire, c'est pas une fin d'arc. Donc, c'est bien la fin de l'enquête initiale. Non plus. Faites quelque chose, monsieur l'avocat. Écoutez, moi, là, dans le cas présent, je ne peux que trancher en faveur de celui qui a lu, pas celui qui n'a pas lu. Sachant que j'ai lu. Non, mais je veux dire il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc. Ou alors, vous pouvez vous battre. Aussi, oui. Ah oui. On sent le produit sous licence, malgré tout, mais qui va être un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à être qu'un objet marketing vendu au moment de la sortie d'un film. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie intrigue, comme on disait. Donc, c'est toujours rassurant que ce soit pas juste un produit de commande en mode je vais le vendre sur le titre. Donc c'est plutôt cool, effectivement. Je vous avoue, moi, les dessins, j'ai trouvé ça vraiment générique, passe-partout. C'est ni bien ni mal, c'est là, quoi. Il y a même une case, j'ai pas compris ce qui se passe en fait, parce qu'elle a un problème avec son exosquelette. Il a fallu que je relise 4 fois avant de comprendre qu'il y avait un court-circuit dans son exosquelette. Visuellement, c'est pas explicite. J'avais je suis l'impression d'accord. il y avait un coup de feu. J'ai cru qu'elle avait pris un coup de feu aussi, voilà. pareil. Ouais. C'était pas forcément explicite et on devait comprendre effectivement que c'était le fait que, bon, je sais pas si c'est spoilé, mais le fait que sa colonne vertébrale est sur pile, pour dire ça comme ça, et que les piles coûtent cher. Donc, franchement, c'est quand on n'attend rien, qu'on se dit bon ben voilà, il y en a collé un nom, c'est tiré de l'univers 2, je m'inquiète toujours. Moi, les produits à licence, je suis toujours très méfiant.
Finalement, franchement, oui, ça se laisse plutôt bien lire. Les personnages sont effectivement plutôt bien écrits. Ça, c'est vraiment c'est intéressant. L'enquête est plutôt intéressante. Moi, je trouve l'ambiance Blade Runner fonctionne. Après, voilà, peut-être un peu plus lumineux, mais je trouve que ça fonctionne. Donc, c'est un peu cliché quand même, parce que voilà, il lui manque que le whisky et le cigare après avoir mené l'enquête et reposé son feutre en rentrant à son office. Oui, mais c'est pour ça qu'on aime les polars. Oui, bon. Ça reste les codes du noir, quoi. Après, Voilà, en effet, il y a le côté avec plein de choses, et c'est ce que je disais, c'est qu'on peut avoir des codes et les transcender malgré Bien sûr. tout. Là, ça reste assez cadré dans les codes du polar, etc. Mais écoutez, j'ai passé un bon moment. Est-ce que j'irai lire la suite, que ce soit sur la même enquête ou pas, d'ailleurs, peu importe. J'ai pas plus d'appétence que ça, mais j'étais agréablement surpris. Ça, très clairement, j'étais plutôt bien surpris. Donc sympa sans plus, mais efficace. D'accord, sympa sans plus. Vous êtes dur ce soir, c'est bien. Ouais, c'est plutôt positif quand même. Non, oui, mais même quand vous êtes positif, ça finit par se bien sans plus. Attention quand même, quand on parle de polar, à pas vendre du rêve, parce que c'est pas Marlowe et c'est pas un détective privé. On parle quand même de quelqu'un qui fait partie de la police. Non, on fait pas partie de la Alors, police. c'est compliqué, quoi. Non, Mais oui, elle se fait quand même retirer Mais son elle se fait- enquête. Je oui. me croirais dans Starsky Hutch quand le commandant Dobé enlève son insigne à Starsky et Hutch. Ensuite, elle se fait récupérer. C'est une sorte de mercenaire. On sait pas trop. Enfin, pour moi, c'est classique. Oui, mais on est quand même Du dans le noir, polar. parce que la plupart les des gars. détectives privés sont des flics qui sont allés trop loin et qui en ont retiré leur insigne, tu vois. oui, mais pas au Donc sein de ça la reste- même histoire. Vous voyez ce que je veux dire mais dans il le faut le ressort. raconter quand même, ouais. Et puis en fait, elle est pas flic, elle est en lien avec les flics, si tu veux. Ça Oui, les pas Blade de- Runners d'équipe. sont pas sous l'autorité Ils sont pas directe. l'autorité. Oui, ouais, bien sûr. C'est là-dessus où ils jouent, mais bon. dire, mais ouais, c'est- ouais, ok, d'accord. Je suis pas convaincu, mais je Voilà. n'essaierai pas de vous convaincre. Vous avez vu comme il s'est éteint? Je suis pas d'accord. Bon, Mais alors. parce que je suis un garçon poli. Mais c'est bien, c'est très bien. Nous aimons les garçons polis. Voilà. On dirait- on a Kétrus quand même, mais on dirait un dans l'ensemble, monde on aime les Le groupe de garçons rock polis. des années 60, les garçons polis. Bon, alors après deux rubriques de review qui ont parlé de licences qui venaient de films, Regan, vrai. toi, de quoi tu vas nous parler? De quel film? Écoute, aucun. Ah, Comme ça, alors. ouais, on sort des sentiers battus, qui semblait pourtant un carcan pour cette soirée. Je vais vous parler de Chroma. Alors, Chroma... De qui, de quoi? Alors, Chroma, qui est un homonyme de la fameuse émission de Karim Debache, qui était une émission fort sympathique, mais qui n'a absolument rien à voir, évidemment, comme tu t'en doutes. Donc, c'est une mini-série en 4 chez Image Comics, au scénario de Lorenzo De Filippi, qui a écrit dessiné notamment Draka, Infinity 8 et surtout, bien sûr, Oblivion Song, qui doit vous parler un petit peu plus. Décidément. Au dessin, Lorenzo De Filippi. À la couleur, Lorenzo De Filippi. Je pense que vous avez compris le message. C'est son œuvre avant tout. Il travaille quand même au lettrage avec Russ Wooton, qui a travaillé notamment sur Invincible et Walking Dead. Le Et- beau-frère de Lorenzo, non. Non. Et au logo design, et vous allez voir pourquoi je les cite, Gillian Crabb et Andrés Suarez, qui globalement tout ce petit monde travaille autour de Skybound, en fait, l'imprint Skybound qui est chez Image. Ouais, je voulais citer les logos designers parce que je pense que vous l'avez tous remarqué déjà depuis quelques temps. C'est devenu quasiment systématique. Tous les comics qui sortent ont, en plus de leur équipe créatrice, des équipes, je vais pas dire marketing, mais design, etc., pour avoir des logos, avoir une charte graphique, etc. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est quand même relativement récent et ça s'est généralisé. Même sur les petites séries, même sur des petites histoires, il y a toujours des logos, des designs associés à cette histoire. Et c'est souvent ça qui attache l'œil, d'ailleurs, qui attaque l'œil au niveau des classiques. Donc Chroma. Les plus vieux d'entre vous doivent s'en rappeler peut-être, mais Kodak nous avait prévenu, ils nous ont volé nos couleurs. Après des siècles de paix et d'harmonie, les humains sont rentrés en conflit avec une entité qui s'appelle le roi des couleurs. Ce dernier a lâché une faune déchaînée, chassant l'humanité à vue, et cette faune avait pour particularité d'avoir une vision chromatique. C'est-à-dire qu'il ne voit que les couleurs. Tu as les bâtonnets, tu as les cônes, et il ne voit pas tellement en mouvement, il va vraiment basé sur la couleur. Du coup, les humains se sont adaptés pour essayer de rester en vie, et se sont réfugiés dans la cité qu'ils appellent la cité pâle,
une place isolée où du coup le fanatisme et les teintes ne sont plus composés que de noir et de blanc, sans nuance aucune. À la faveur d'une mise en scène grotesque d'un rituel pour éloigner ces fameuses billes du roi des couleurs, un œuf noir est isolé dans cette cité et il libère une créature, une engeance du roi, poursuivi par la foule avant d'être récapturé. On comprend que c'était un simulacre de rituel pour exorciser les peurs de la population. Le jeune Z et ses amis sont des apprentis macas. C'est donc des chasseurs, on va dire, au service du prêtre qui lui-même est le prêtre Maccavi. Peu importe, à la limite, c'est juste pour vous dire. Et donc, à la fin de ce rituel, ce fameux Z, qui sont des ados, va se rendre compte que la fameuse créature, n'est qu'un costume. Et sous ce costume craquelé, il va croiser un regard d'un bleu profond. Et autant dire qu'un bleu profond, quand on ne voit que du blanc ou du noir toute sa vie, ça chamboule. Troublé par cette couleur proscrite, il va être tourmenté par des souvenirs enfouis qui commencent à remonter, qui sont pas clairs. Il commence à se remettre en question, remettre les dogmes qu'il vit au quotidien en question et qu'il prend pour acquis, bien sûr. Il va décider qu'il faut confronter ses croyances à la réalité et il va décider d'aller recroiser ce regard. Donc il va se rendre dans la prison dans laquelle on garde prisonnier ce monstre et qu'on libère toutes les X lunes. Et il va découvrir donc non pas un monstre, et au-delà de ses yeux, une jeune ado, innocente, aux yeux verrons. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des yeux hétérochromes, c'est-à-dire des yeux avec deux couleurs différentes. David Bowie, quoi. Bon, même si c'est pas vraiment vrai, mais... Pardon ? J'ai David Bowie, donc. Oui, voilà. Même si c'est pas vraiment vrai. Effectivement. Pas... C'est pas vrai. Non. Oh merde. Donc un œil vert et un œil bleu, en l'occurrence. Ah, des yeux verts. Oui, merci, oui. Merci d'avoir suivi. Z prend donc la décision de se rendre compte que manifestement, pour chercher une petite ado qui n'a rien demandé avec des fourches et pour essayer de la tuer, quelque chose qui va pas quand même. Donc il prend son courage à deux mains et décide de libérer la jeune fille, de partir chercher une vérité qui soit plus concrète que son horizon monochrome dans lequel il a baigné toute sa vie. Évidemment, cela ne se passera pas comme prévu, vous vous doutez bien, et donc on va suivre les péripéties de cette jeune Chroma, donc qui est le nom du personnage, avec cette hétérochromie, qui va se retrouver projetée dans un monde donc extérieur, hostile, et essayer de comprendre son rôle dans tout ça, parce que elle est vraiment une engeance de ce roi des couleurs. Qu'est-ce qui se cache derrière cette ville pâle isolée au milieu d'un monde foisonnant de couleurs et de créatures magnifiques. Tout l'enjeu sera autour de ça. Je vais pas en dire beaucoup plus. Non, je pense que c'est suffisant. Et je vais commencer par vous dire que c'était dingue quoi. Alors, pour formaliser ça un petit peu, ce genre de comics m'impressionne dans le sens où il est vraiment la quintessence de quelque chose que je ressens beaucoup, c'est que avec des mêmes ingrédients, avec une même histoire, avec des personnages qu'on connaît déjà, qu'on a plus ou moins déjà vus, etc. Des gens, d'une narration même qu'on a déjà plus ou moins déjà connue, des gens vont faire d'un ennui, d'un classicisme absolu, et des gens vont réussir à en tirer une étincelle et faire fonctionner le tout. Et là, clairement, c'est le cas. Pour moi, il y a vraiment une étincelle, il y a quelque chose qui s'anime dans ce récit. Alors, très clairement, les visuels n'y sont pas étrangers. Je veux dire, soyons clairs. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très très beau. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, encore une fois, je sais que ça fait 2 chroniques où je me retrouve avec des visuels qui me font plaisir, mais vraiment, le trait est magnifique. Il y a un petit côté franco-belge qui est de toute façon assez clair parce que franco-belge manga. Voilà, alors je ne dirais pas manga, je dirais plutôt Pixar, tu vois, ce côté un peu les visages un peu rondouillards, etc. Donc c'est clairement assumé, et de toute façon il est d'origine franco-belge, l'auteur, enfin italien, mais ça reste dans cette mouvance-là. Évidemment, le jeu de couleurs est extrêmement bien pensé, c'est renversant au niveau de la palette de couleurs, la progression sur les couleurs, parce que comme je vous disais, on commence vraiment en monochrome. Alors on commence pas exactement en monochrome, mais on a vraiment cette écrasante cité blanche au milieu de ce monde arc-en-ciel.
et c'est renversant au niveau des couleurs. C'est un petit côté Pleasantville d'ailleurs, c'est assez marrant ce côté vraiment cet isolement dans la narration par la couleur, qui du coup est distillé vraiment avec parcimonie, et ça monte petit à petit en gamme jusqu'à l'explosion de voilà, il y en a de partout, hein. Et la palette graphique est vraiment correcte de ce côté-là. Les personnages sont vraiment, et c'est là encore une fois, c'est en quelques phrases, en quelques mots, en quelques regards, instantanément attachants. Je trouve qu'on vibre avec eux, on est touché par leurs péripéties, alors que certains, on a 3 phrases, hein, vraiment, hein, mais ça fonctionne tout de suite. Le rythme est bien mené. Enfin, on pourrait être sûr qu'avec le 4e, forcément, mais il m'a l'air bien mené, parce qu'il y a toujours cette inquiétude, c'est de ce rush à la fin, ou mal calculé. Je pense que ça ira. En 4, ça devrait aller. C'est juste que l'univers C'est prévu en 4. Oui, c'est prévu en 4. Okay. C'est juste que l'univers, bah oui, j'aimerais bien en avoir encore. Mais je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait être. Faut que ça s'arrête. Enfin, je suis d'accord, tu aimerais en avoir encore, mais c'est toujours le moment où il faut pas savoir s'arrêter, évidemment. Mais je pense que voilà, si on m'en redonnait une petite cuillère bien amenée avec des bonnes raisons, je dirais pas non. Le comics ne fait pas l'impasse sur les cliffhangers. Je n'en dirai absolument pas plus. C'est vrai. Mais autant vous dire que j'ai pris quelques gifles. Et pourtant, on devrait avoir l'habitude. Vous voyez, on est blasé, on en lit tout le temps. Mais... Dès la fin de la première. Voilà, dès la fin de la première. Hein, je peux pas vous en dire plus, mais il y a du cliffhanger. Hein, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, l'univers marche instantanément. C'est malin. Il y a plein de petites idées de narration, comme je disais notamment autour des couleurs. C'est beau, c'est touchant. Écoutez, ma foi, c'est un grand oui, quoi. Encore une fois, je suis désolé. Hein, Mais ne sois pas désolé, mais on est très content. Mais j'ai pris, voir effectivement. Et donc voilà, et comme je disais, ça se rapproche plus d'un Coda, au niveau, je trouve, de la qualité de la narration, que d'un Kaya, qui était sympa, mais qui ratait son coche, je trouve. C'est du kayak. C'est moins verbeux qu'un Coda. Ah oui, non, bien sûr. Non, c'est juste dans pour dire, oui. Dans l'univers visuel, dans la quête, la représentation de la quête, je trouve que ça se rapproche plus d'un Coda que d'un Kaya, dans le sens où Kaya t'impose son univers et là tu découvres son univers. Je n'avais pas lu. D'accord. Ouais. Donc un très grand oui, de côté de Regen, enthousiaste comme rarement, et ça fait plaisir. Rarement quand même. Il y a 2 semaines, j'étais quelque peu enthousiaste. Oui, c'est vrai, là on est... Et si t'en fais 3, ça fera grand chelem. Ah, chiche. Et les autres aussi enthousiastes, Matt, à toi. Oui. Alors j'ai bien aimé. Pourquoi j'ai bien aimé Parce que j'ai été déstabilisé. Très bien. Tu disais tout à l'heure que je pense qu'en 4 issues, effectivement, l'histoire va être racontée, ça prend son temps. Pour la première, ça prend peut-être même trop son temps. Je pense que c'est un peu... ça patouille. Ça patouille, c'est poussif. Mais je comprends pourquoi. C'est pour le découpage narratif. Il y a une logique. Et pour arriver au cliffhanger de la fin du premier, tu es obligé de remplir ça. C'est ce qui a failli me décourager. Donc, j'invite nos lectrices et nos lecteurs, nos auditeurs et nos auditrices, à passer au-delà de cette première issue pour aller voir la deuxième. Il y a en plus ce côté où dans la première issue, tout est noir et blanc, ou presque, alors que dans la deuxième, il y a vraiment des couleurs luxuriantes qui nous sautent au visage. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est un énième... univers post-apocalyptique. Je vais vous le dire, c'est pas dit tel que, mais oui, c'est toujours cette ambiance, effectivement. Et c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire que ça ne s'empresse pas de nous raconter pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences, et puis ça ne s'empresse pas de nous raconter ce qu'il s'est vraiment passé au-delà de ce dogme qui est imposé et qui est raconté dans le petit village où j'ai pas réussi à bien comprendre s'il y avait d'autres filles que Chroma. Mais c'est ça tout le jeu, c'est que voilà. on n'en sait rien. Alors, comment ils font pour faire des bébés où est-ce qu'ils vont chercher leurs femmes, etc. Non, mais on voit des femmes et des hommes dans le village. Hein. Ah, mais ils sont en dessous alors, c'est ça, mais des petits garçons qui sont avec le... Enfin, tu vois, alors par contre... on voit la mère du personnage. On voit la mère. On voit des populations, des familles. Ils disent, d'ailleurs, sans traiter dans les détails, qu'il y a une évolution de leur propre part pour réduire les couleurs. Et ils continuent d'avoir des enfants. Enfin, c'est une population normale. Hein. C'est juste qu'ils sont tous blancs. Pas dans ce sens-là, je précise tout de suite. Pas dans ce sens-là, je précise tout de suite. Le mec normal, blanc, bravo. Alors, ils se peignent, mais leurs yeux, par exemple, ils ont justement fini par avoir les yeux en noir et blanc, de par les générations qui se sont succédées. C'est la théorie de l'évolution. Ceux qui étaient trop en couleur, de toute façon, se faisaient bouffer par les méchantes bêtes. Bref. Seul le sang reste comme un rappel des risques qu'ils encourent. Tout ça pour dire que moi j'ai vraiment apprécié, je vais continuer à lire, parce qu'on en a que 3 là, mais je vais continuer à lire, et j'espère être autant déstabilisé. Je vous avoue que j'ai un peu peur, parce que alors le cliffhanger du 3e,
Ça sent un petit peu comme le fromage de. Oh, waouh, waouh, Ouais, waouh. j'ai un peu peur. J'espère. Ils sont très bons ce fromage. J'espère avoir tort. C'est marrant, c'est pas la première fois qu'on chronique des comics en 4 issues dont on lit 3 qui nous enthousiasment et on est inquiet, on sait pas si la 4e elle va nous satisfaire. Le coup près. Mon espoir, c'est que comme la première était très poussive, mais je le dis une fois de plus, c'est dans le découpage que ça a souhaité ça. Ça veut dire qu'il va réussir à nous raconter la fin de sa histoire dans la 4e issue. J'espère juste que ça va prendre une autre direction que ce qui nous est montré. Ce serait vraiment dommage et décevant. On verra. Et toi, XT, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, j'ai énormément apprécié aussi. Donc, je fais partie des supporters. Reste qu'en effet, là où tu parlais d'une première issue un peu plus qui tire en longueur, il faut rappeler aussi que la première issue est plus longue que les autres, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a ça aussi à noter, ça, qui peut donner cette impression de longueur. Je suis pas non plus... Enfin, la mise en scène, je comprends ce que tu veux dire par Matt, par le fait que ça se traîne, mais je n'ai pas cette même sensation parce que ça prend le temps de nous poser les enjeux. Et comme tu le disais aussi, c'est que si tu prends pas ce temps-là, ensuite tout est effacé, tout s'efface en fait. C'est vraiment, t'as besoin de ces bases pour la suite qui est hyper importante. Certaines choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est que l'auteur se joue de nos attentes, clairement. Il n'oublie pas qu'il fait une BD. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de comics qu'on pourrait lire, on pourrait presque, alors je vais exagérer quand je dis ça, mais on pourrait presque en lire des romans. Tu exagères. C'est presque le cas des 2 chroniques précédentes, à la limite, enfin sans le compter par les spectacles, mais c'est-à-dire que là, on a un vrai jeu de ce qu'on nous montre. Alors évidemment, c'est facile, le truc s'appelle Chroma, forcément, on va y avoir du jeu avec des couleurs, mais ça ne s'arrête pas tout à fait là. Il joue avec ça, mais il y va un peu plus loin que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, pour moi, c'est un très bon point. Il y a tout un côté aussi... alors moi, quand je l'ai lu tout au début, je me suis dit, tiens, on sent l'influence Attaque des Titans, pour ceux qui l'auraient lu, sur le départ. Mais c'est pas une blague, hein, long shot, mais je vois ce que tu veux dire, mais long shot, ouais. Bon, ouais, je sais pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire, il y a pas de souci. On a cette ville qui est enfermée. Il y a des remparts. Avec des grands monstres qui sont tout autour. Sous prétexte qu'il y a des remparts et des monstres géants, c'est Attaque des Titans. Et qui s'enferment même là-dedans. Ils sont intenables, tu sais. Quand j'étais petit, il y avait une série qui s'appelait L'Âge de Cristal. Et c'était exactement ça. C'était l'humanité qui s'était renfermée sous un dôme. Oui, non, c'est vrai, ça en plus. Il y a les whips et les vieux whips. Non, mais c'est tout un délire. Hein. Et autre point aussi intéressant, c'est qu'on a un premier aspect, vous ne l'avez pas trop évoqué, mais le côté presque religieux sacrificiel. Alors je l'ai évoqué rapidement sur le côté fanatisme, mais oui, effectivement. Ouais, qui est abordé et qui est plutôt bien abordé malgré le côté court du récit, en fait, parce que c'est un sujet qui peut être assez lourd, assez important, mais très bien fait pour le temps qu'on lui accorde. Qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre ? On a aussi une partie où il y a une image qui m'a frappé et qui je me suis dit, ah ouais, pour moi c'est la case du comics. Je crois que c'est dans les Sujout 2. C'est la première fois où on voit le royaume, et ça j'en dirai pas plus, mais quand vous verrez le royaume vous comprendrez ce que je veux dire, je pense. Il y a quelque chose de... En fait, l'auteur joue tellement avec nos attentes sur les couleurs, etc., et c'est là vraiment où il le sublime. À ce moment là je trouve que sur cette case là il la sublime, et quand on voit la case en elle-même en dehors du contexte, elle pourrait paraître random, enfin elle pourrait paraître anecdotique. La montée en puissance est géniale. La case est assez simple en fait fondamentalement, mais vraiment le support de tout ce que le récit t'apporte comme base rend le truc vraiment bien. Maintenant, il y a un autre truc que j'ai trouvé aussi qui fait... alors, je sais pas la première fois que j'en parle ce soir, quoi que si, pardon. Il y a un côté très jeu vidéo sur un truc. C'est la couleur bleue, ça les calme, la couleur rouge, ça les machin. J'ai pas voulu en parler, mais la couleur jaune, c'est machin. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour le petit côté, mais c'est pas un problème. Hein, je trouve ça justement intéressant. Au-delà, effectivement, du côté c'est le mélange des cultures qui s'imprègnent dans les différents médias. Comme on disait, si leur vue est basée sur la couleur, leur communication est basée sur la couleur aussi. Et ça développe... vraiment, il a essayé d'en faire un univers, pas juste un gimmick. Oui, tout à fait. C'est pas... Serge, j'en parle comme un côté très mécanique, mais c'est quand même bien intégré dedans au niveau du médium. Dernier point aussi, et là, il y a un petit côté, et là, je vais faire le côté Télérama...
C'est pas moi. C'est pas moi. On a un petit côté, alors là je vais faire lâcher le truc un peu bateau, on a un petit côté un peu caverne de Platon aussi sur certains aspects, c'est-à-dire qu'on a le côté vraiment fermé, on ne voit pas plus loin et tant de choses se passent derrière, Qui est on un les trope oublie. classique, hein, mais qui fonctionne bien. Mais voilà. Donc C'est classique du dogme de la religion Tout à fait, crasse, tout à fait, ouais. Tout à fait. de l'impossibilité. On en reparlera un petit peu plus tard. J'allais dire, oui, on va en parler. N'est-ce pas c'est pour... du coup, Donc, ça avec t'a grand plu. plaisir. La 4e issue, moi j'ai aucun doute. Elle est prévue pour Honnêtement, ouais, j'ai vraiment aucun j'ai doute pas non de plus, doute là-dessus. Bah, Faudrait vraiment qu'il se plante. Enfin, j'ai pas peur. Enfin, en tout cas, D'accord. et je suis content qu'il finisse ça. En fait, j'aime bien les choses qui sont concises. Je déteste les choses qui étaient à la confiture, comme on a déjà pu en parler. Comme alors, on avait parlé un peu sur Riot Fairyland sur la dernière fois où on avait parlé, où ça est allé un peu trop. Là, pour le coup, c'est bien. Ça va net droit au but. Eh ben, très bien, merci beaucoup pour ces reviews. On avait donc Star Wars Haute République. Plutôt oui, en tout cas de la part de Matt Satonaka, un petit peu plus mitigé de ses deux camarades. Pour les jeunes. Blade Runner 2019, là c'était plutôt oui du côté d'XT, un petit peu plus mitigé du Non, côté sympathique. des Moi, je autres. dis sympathique. Sympathique, tu as dit bien mais sans plus. Voilà, sympathique. Même de mon Voilà. côté, c'est un bien mais sans plus. C'est-à-dire que c'est Voilà. quelque chose qui se lit bien. Et surtout, pour finir, Chroma. Et alors là, on a clairement un grand oui chez tout le monde. Donc ce sera la reco numéro 1 de ce soir. Et on va passer à la suite. Alors que vous soyez plutôt Marvel ou plutôt DC, que vous soyez plutôt Tom King ou plutôt Jeff Lemire, que vous soyez plutôt Star Wars ou plutôt Star Trek, que vous soyez plutôt beurre salé ou beurre doux, que vous soyez plutôt maille à l'endroit ou maille à l'envers ou maille à l'abeille, en tout cas vous pouvez nous soutenir via le Patreon du vaisseau Hypersensas. Donc le Patreon, c'est une plateforme de micro-dons. Vous pouvez faire des micro-dons mensuels. Ça nous permet de louer le studio, de renouveler le matériel, et puis plus vous serez nombreux, plus il y aura de l'argent pour organiser des événements, comme ça a été le cas pour la 200e, pour les bouilladors à venir. Voilà, ça nous aide, ça nous aide beaucoup. Il y aura du fromage. Il y aura sûrement... Ça nous permet aussi à la toute fin des fois d'acheter des bonbons ou du fromage. Bref, voilà, on a besoin de nous. Patreon. On compte sur vous. Voilà, on compte sur vous. Patreon.com/vaisseau Hypersensas. Cela dit, si vous ne souhaitez pas, si vous ne voulez pas nous donner des sous, mais que vous nous écoutez, que vous nous aimez, mais n'hésitez pas à le clamer haut et fort sur les toits, si vous avez des voisins, mais de manière générale plutôt sur les réseaux sociaux, et nous mettre des étoiles dans les différents comment on dit, agrégateurs de podcasts. J'ai entendu c'est bien ça dit, dernièrement. Il y a un compte Mastodon ou pas? Et donc, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit donc du focus. Et de quoi avez-vous décidé de nous parler ce soir? Alors, je sais qu'on va parler du Silver Surfer à travers deux œuvres majeures. Eh oui, deux focus pour le prix d'un. Deux focus pour le prix d'un. Qui, messieurs, va se lancer? Écoutez, tout le monde te montre du doigt. Je pense que ça me paraît clair. Je suis en train de mâcher, je peux rien dire. Ce serait pas un oldies par hasard? Oh non, c'est pas le genre de la maison, tu le sais bien, voyons Jean. Tiens, c'est quelque chose. Oui, on va parler Silver Surfer et on va parler de début et on va parler de fin. Très bien. Écoute, ça me paraît le plus L'alpha logique. et l'oméga. Exactement. Pourquoi deux récits du coup? Parce que ce sont deux récits qui se font écho, tout simplement. Et ce sont des récits relativement courts, donc on s'est dit tant qu'à faire, autant en profiter. Qui s'occupent de la vie et de la mort d'un personnage si particulier dans l'histoire des comics. Et par des auteurs de légende en plus, donc tant qu'à faire. Donc ce soir, nous allons vous parler de Silver Surfer Parable et de Silver Surfer Requiem. Je propose de commencer par Parable, qui me semble plus logique. Donc, Silver Surfer Parable. Au scénario, rien de moins que The Man Stanley, Neuf Seid. Et au dessin, écoutez, je dirais Jean Giraud, un illustre inconnu qui s'appelle aussi Mobius, pour ceux qui connaissent, qui est un monument de l'histoire du format BD, et notamment en franco-belge, mais pas que. On lui doit bien sûr, je ne vais pas vous les citer, Linkal, Arzac, Blueberry, etc. Et Stanley, bien sûr, la moitié des super-héros que vous regardez. Etc. Je l'ai pas lu. Oui, c'est plutôt pas mal, franchement, ça se laisse lire. Donc, deux géants, littéralement, de ce média qui se rencontrent pour faire un récit qui s'appelle donc Parable. C'est une
une mini en 2 qui est sortie en 1988, ça ne rajeunit pas, Parable en anglais, Parable en anglais, et donc qui est un récit qui, comme son nom l'indique, une parabole est un récit allégorique religieux qui a pour but de faire passer un message, un enseignement. Combien Et d'années je de pense- catéchisme pour ça? Voilà, et ça reste top secret. Et je pense que ça résume parfaitement le récit dans lequel on va parler. C'est donc un cousin sanctifié de la fable, pour faire simple, et c'est clairement de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes dans une temporalité assez indéfinie, c'est pas très clair, où le monde semble avoir connu Galactus, mais de pas s'en souvenir vraiment. Ça va servir surtout le ressort scénaristique derrière, mais donc clairement c'est donc pour faire simple, Galactus, bon, je vous le représente pas quand même, donc le dévoreur des mondes, a prêté serment, comme vous le savez, enfin comme beaucoup le savent, lors de sa première confrontation avec Fantastique, de ne jamais attaquer la Terre. Donc ça on le garde. Et par contre effectivement on se retrouve donc sur cette planète et Galactus est de retour. Et sauf que lors de son arrivée, il crée une panique civile. Alors, on peut imaginer que c'est peut-être des générations plus tard, la population aura oublié, je ne sais pas, mais en tout cas la population ne connaît pas cette entité qu'est Galactus. Mais c'est futuriste, je veux dire Rien n'est précis. Il n'y a pas de date, il n'y a rien nulle part. C'était avant les téléphones portables. Oui, forcément. C'est les années 80, ça ressemble aux années 80, aux années Reagan. C'est parce que c'est écrit dans les années 80 surtout. Oui. Mais oui. temporellement, ce n'est pas défini. Donc on peut imaginer, par rapport au fait que la population semble n'avoir pas la moindre idée de quoi il s'agit, qu'on est vraiment des générations plus tard. Du coup, le serment est toujours valable, mais la population ne sait pas de quoi il s'agit. Après, c'est que c'est sorti dans la continuité, c'est-à-dire que c'est les issues, je sais plus combien. Il y a 2 issues. Oui, mais c'est 2 issues, 77, 78, je sais plus exactement, dans cette continuité-là aussi. Dans cette continuité, dans la continuité Silver Surfer. Enfin, c'était, non, c'est hors continuité. T'es sûr? Parce Oui. que c'est 2 numéros, je sais plus. Non, c'est enfin, il n'y a pas de lien direct. Bon, ok. Pendant qu'XT cherche, il est quand même dit très très clairement que cette humanité-là a la mémoire très très courte. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que est-ce que Mais c'est c'est dit par Galactus. à un voilà, moment est-ce que donné, c'est juste quelques générations qui ont déjà oublié qui il était? Est-ce qu'ils ont été lobotomisés par la télé? Je ne sais pas. Oui, c'est une fin de civilisation qui n'a plus d'espoir, et je te laisse raconter d'ailleurs, qui s'est tournée vers. En tout cas, initialement, ils ne savent pas qui c'est, et donc du coup, ils voient y débarquer littéralement un dieu des étoiles, voire le dieu. La question est permise, effectivement. Et du coup, son arrivée crée une panique civile et une crise de foi, sans parler évidemment de chocolat, dans la population qui vraiment se demande, mais est-ce que c'est le jugement dernier? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment des vraies questions autour de ça. Et Galactus sait qu'il ne peut pas attaquer la planète. Donc même si la population a oublié, même si tout ce qu'on veut, un serment reste un serment, surtout pour un dieu des étoiles. Et du coup, il va décider de s'attaquer à la planète indirectement. Voyant effectivement qu'il crée une ferveur, ou en tout cas une panique par rapport à son statut de déité, il va profiter de son arrivée donc quasi divine pour chambouler les croyances et pousser les hommes dans leurs pires instincts en disant écoute, Dieu est là, faites ce que vous voulez, j'ai décidé que... Allez-y, quoi, faites comme chez vous, je libère vous êtes libérés, quoi. Donc du coup, évidemment, il y aura des arrivistes pour profiter de cette situation, dont notamment un téléévangéliste qui va voir l'occasion de redorer son cheptel qui était en baisse significative depuis quelques années et se déclarer prophète autoproclamé de Galactus et parler en son nom pour la population et éclairer le bas peuple vers des âges réminiscents. Pour ceux qui voient de quoi je parle. Peut-être que tu vas le dire, Egan, mais en termes de téléévangéliste, on ne parle pas de quelqu'un, un animateur télé, etc. C'est quelqu'un qui a carrément une secte avec derrière un service d'ordre. Je parlais du téléévangéliste tel qu'il est réellement, pas de tel qu'on le fantasme. Oui, on parle de secte, très clairement. Et d'ailleurs, on parle bien de réussite, il parle bien de je n'ai plus le vent aux poupes avec cette religion. Oui, ce que je disais, c'est le mec il est en train de perdre des abonnés, voilà, il a trouvé l'influenceur. Voilà, c'est l'influenceur en perte de vitesse qui a trouvé une nouvelle OPSP pour se remettre en selle. Sans être ironique. Oui.
sans être ironique, lui, il croit véritablement. Il croit qu'il est. Non, je suis pas d'accord. ouais. Non. Petit point de désaccord. Comme il le dit, il se dit c'est l'occasion ou jamais de monter. Donc il n'entend pas des voix, hein. C'est juste il saisit l'occasion, il se dit c'est le moment ou jamais de surfer sur... Après, qu'il croit que Galactus est une déité peut-être, mais il n'entend pas Galactus, contrairement à ce qu'il dit à la télé. Mais il cherche à l'entendre en méditant, et je pense qu'il est guidé par sa foi pervertie. Ouais. Alors tu vois, j'en ai pas du tout la même lecture. Pour le coup, c'est intéressant, mais c'est très on en parlera. que vous ayez pas la même Donc pour moi, lecture. c'est quelqu'un qui sait parfaitement que c'est un charlatan. Mais on va en reparler. Et mais évidemment, donc tout commence à partir à volo, etc. Et il se trouve qu'il y a un sans-abri qui semble quand même savoir de quoi il retourne. Il a l'air d'avoir de la mémoire et de savoir ce qui se passe. Et sous ses haillons se cache le surfeur d'argent. Non. Si. Si. Oui, ça reste du Stanley quand même. Qui continue de défendre un monde qu'il ne le comprend pas et qu'il ne comprend pas vraiment et qui le déteste. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais qui le déteste un petit peu frontalement. Donc voilà le setup de Parabole. Pour ce qui est du récit, donc. Enfin, ça va être évidemment donc, la confrontation du surfeur par rapport à Galactus pour essayer de sauver l'humanité d'elle-même, évidemment. Pour parler un petit peu du travail en lui-même, donc je disais, c'est du Mobius / Stanley. Donc pour la partie dessin, évidemment, on parle d'un maître dessinateur, hein, donc forcément, c'est absolument splendide. Alors, voilà, c'est un style très particulier, évidemment, pour ceux qui n'auraient jamais vu du Jean Giraud à l'œuvre, mais c'est... Oui, on a encore l'héritage encore aujourd'hui, de toute façon. Oui, tout à fait. Mais c'est un style assez un petit peu organique, tu vois, il a influencé des Corben et tout comme ça, enfin, ce côté très boursouflé aussi, tu vois, ce côté très organique sur les dessins. Alors de loin, hein, Corben, c'est juste pour dire c'est un style de dessin qui a influencé toute une pente des artistes comme Frazetta ou des choses comme ça, même si c'est pas du tout du copier-coller, bien sûr. Et il faut imaginer quand même à l'époque le duo est incroyable, quoi. Enfin, je veux dire. Oui. Stanley, la méga star à l'époque, c'est quand même du comics, donc ça reste dans sa niche, mais quand même. Et Mobius, qui est déjà chez nous un monstre révéré comme il faut. Dieu vivant. Hein, voilà, donc c'est vraiment une rencontre tellement improbable. Et donc effectivement, donc pour Mobius, donc au dessin, et Stanley qui va donc travailler avec Mobius sur la fameuse méthode Marvel. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une manière très particulière de travailler qui a été plus ou moins inventée, ou en tout cas mis à la mode par Marvel, qui est que le scénariste fait un pitch plus ou moins élaboré. Ça peut être très plus élaboré, hein, je vous le confirme. Il y a eu des post-it, hein, mais bon, là, pour le coup, de ce qu'il disait, je crois qu'il parle de 6 pages, ou un truc comme ça. Oui, puis même, là, il y avait des stories. Voilà, donc là, pour le coup, Stanley a essayé de... C'est pas toujours le cas, mais il a essayé de fournir un petit peu du matos, donc il a pris le temps de faire un script de quelques pages. Le dessinateur a toute liberté derrière, c'est-à-dire qu'il a des grandes lignes, des principes, il fait la mise en page, le découpage, il fait tout, sauf les dialogues. D'accord. Et d'ailleurs, c'est dans Mobius disait qu'il avait peur, enfin dans ce qu'on lisait dans les interviews, qu'il avait peur de faire trop de la BD américaine en fait, et donc s'est dit je vais en rester à mon style, je vais en rester à faire ce que je sais faire et adapter ça au script que j'ai reçu en fait. Et donc du coup c'est la première fois qu'il travaillait comme ça, il trouve ça plutôt intéressant d'ailleurs, c'est très particulier. Et donc après Stanley revient et refait donc la partie dialogue. Voilà pour la partie purement pratique. Pour ce qui est du comics en lui-même, c'est un classique. Hein, ça me paraît assez clair pour ceux qui l'auront lu. Avec les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que Stanley par exemple est quelqu'un qui a des idées intéressantes, des sujets intéressants de fond, autour de la religion, autour de l'acceptation, autour de l'amour et de la paix. Ça paraît con à dire, mais c'est quand même des sujets qui sont... c'est quand même des sujets qui comptent pour lui. Qui comptent pour tout le monde. Hein, oui, tout à fait, mais effectivement, qui sont plus ou moins mis en avant. Et par contre, effectivement, au niveau de l'écriture des dialogues notamment... C'est un peu ampoulé, c'est un peu un style très verbeux au niveau de l'écriture et c'est pas toujours évident de se dépatouiller de certaines narrations un peu brutes de décoffrage, mais
Voilà, on va pas lui en vouloir. Le message est le bon. L'histoire est intéressante, globalement. Le pitch était plutôt malin pour l'époque, effectivement, de se dire Galactus en tant qu'entité plus qu'en tant que violence, qu'est-ce que ça représente pour la population. Donc franchement, c'était assez malin pour l'époque. Donc faut passer un petit peu de ça. On voit aussi que ce qui est intéressant, c'est que ça traite notamment de l'influence, qui est toujours un sujet d'actualité. Ah bah ça, même plus que jamais. Et voilà, donc les fake news, la volonté de s'accaparer l'espace médiatique. Et on voit bien que seul le médium a changé, mais les méthodes n'ont pas changé. Voilà, donc il y a des choses qui font encore écho aujourd'hui. La guerre de religion n'est finalement devenue que la guerre de l'audimat. Enfin, c'est des styles différents, mais le résultat est le même au bout du compte. Donc c'est assez... Je vais pas dire avant-gardiste non plus, il faut pas s'emporter, mais c'est assez malin, assez fin pour être toujours pertinent à lire aujourd'hui. Petite parenthèse sur la colorisation. Donc il y a eu plusieurs éditions, bien sûr, pour un récit aussi important et aussi vieux. Donc moi, par exemple, j'ai la grande édition qui était sortie chez Panini en graphic novel. Et la colorisation est catastrophique, dans le sens où quelqu'un a lancé un dé sur chaque page et les couleurs sont aléatoires, littéralement. Un Galactus vert, un Galactus bleu, des personnages rouges, des personnages bleus. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, tu as vérifié, ça correspond Ce n'est pas du tout l'œuvre d'origine, effectivement, qui ont des couleurs en fait plutôt classiques quand tu les feuillettes sur des formats. D'ailleurs, ce récit va ressortir, ou est ressorti là ce mois-ci chez Panini, en must-have, et ce sera la colo classique, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, c'était assez bizarre de le refeuilleter, j'avais oublié ça, et c'était très étrange de relire ça comme ça, et clairement, c'était pas du tout la colo d'origine. Je pense que ça reste un récit à avoir, un récit vraiment qui est encore pertinent aujourd'hui, donc objet comme l'influence est toujours présente. Voilà, du Mobius, ça reste indémodable, et même si c'est pas le plus grand récit qui est écrit, même Stan Lee d'ailleurs, puisqu'il a écrit aussi quand même Ducré, enfin il a pas écrit, c'était avec Critic Sermon, mais il a écrit d'autres récits, je pense, moins ampoulés. Je pense que ça reste vraiment parmi un de mes gros coups de cœur et que ça reste valable aujourd'hui malgré ses défauts. Bah, s'il veut nous éclairer, c'est normal qu'il ait un style ampoulé. Oui. Excellent. Alors, est-ce que tes petits camarades veulent rajouter quelque chose sur Parabole ou est-ce qu'on passe à Requiem? Non, moi j'ai quelques trucs à rajouter. C'est que le monde des hommes qui est décrit dans cet univers est un monde d'hommes assez désespéré. Oui. Et qu'en fait, tous les adultes, enfin principalement les adultes, sont des gens qui sont égoïstes pour la plupart, sont une perte de confiance énorme en eux-mêmes, en leur capacité à faire quelque chose et à développer quelque chose en tant que société. Et on a ça, et on a l'innocence des enfants qui en fait est l'espoir qui nous est montré, et ce qui est assez comme dans Thor Ragnarok. Tu sors. Et en fait, et Love and Thunder. Tu sors aussi d'ailleurs. Ce qui est décrit par tout simplement les adultes concrètement qui en fait se disent il est pas mal Galactus quand même, c'est un guide suprême, on peut lui faire confiance, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, etc. Et les enfants qui voient le Silver Surfer qui essaye de tout faire pour rendre à l'humanité confiance en elle, à les rendre indépendants, à rendre l'humanité, je veux dire, capable de faire quelque chose, littéralement, alors le côté un peu naïf, de rendre le monde meilleur, on va dire. Et on a ces enfants qui l'admirent, ce personnage, et c'est aussi là où, en fait, je trouve que c'est une histoire qui pourrait être, on va faire quelque chose d'un peu bateau, mais qui est aussi bien lisible d'adultes que pour les enfants, en fait. Pour certains points, 10 ans. Il faudrait revoir les dialogues. Oui, parce qu'honnêtement, un enfant, ça va être compliqué. Hein. Mais oui, je veux dire, sur le fond, je comprends. Faut pas oublier que l'enfant zappe plein de choses. Ah non, c'est pas de zapper, c'est que moi, c'est difficile à lire, objectivement. Je pense que déjà, un jeune d'aujourd'hui de 12-13 ans, il y a des bulles de dialogue, il y a des bulles de pensée, enfin tu vois, c'est t'as la narration un peu en effet. C'est maladroit, je dis pas que c'est mauvais, c'est maladroit. Non, mais c'est aussi le style de narration d'époque. Il y a des bulles de monologue, enfin, je veux dire, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, tu vois. Enfin non, mais c'est normal pour l'époque qu'il y en ait. Mais complètement, c'est juste que j'adore lire des intégrales, mais je les replace dans le contexte de l'époque. Si je dis ça, si je pose ça sur un tab disant vas-y lis ça, c'est génial, il va falloir mettre un peu de contexte. Tu peux pas, après, mais je suis quand même pas si sûr qu'un enfant pourrait pas s'y traiter, mais bon. Et aussi un autre point, c'est quand bien même le Silver Surfer arrive à sauver cette humanité, il se retrouve dans une position
qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui devient le centre des attentions, Qui devient leur dieu. qui devient leur dieu, et c'est exactement tout ce pourquoi il combattait en fait fondamentalement dans toute cette histoire, et il fait la seule chose qui lui paraît censée. Grosse ficelle d'ailleurs. Ouais, Oui, c'est- non, oui, bien oui, sûr, non, mais Mais oui. on reste sur un site 47 pages quand même. Mais fait la seule chose qui lui paraît censée à ce moment-là, c'est de faire en sorte de montrer que c'est pas quelqu'un de bien et de laisser la force au peuple et le peuple qui en répond de manière massive c'est un salaud, il ne veut pas de nous, il veut nous traiter comme des esclaves, etc. Et lui s'enfuit. Pour ça. Néanmoins, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'à la fin de ce récit, donc le Silver Surfer dit n'importe quoi pour se faire rejeter par les êtres rationnels aux Nations Unies. Le seul qui voit clair dans son jeu, c'est le dévot, c'est le prophète. c'est le télévangéliste qui voit clairement, mais à travers des mauvais schémas de pensée. Ce qui est assez intéressant dans Le fait que ce soit le parjuré initial qui voit clair dans le jeu à la fin, effectivement. Après, le surfeur a toujours cette portée christique qu'a bien sûr, donné Stanley dès le début. Puis on le verra évidemment. après. Dans Requiem. Ça reste collé à la peau du personnage, Évident. bien sûr. Évident. Matt, tu veux dire Ouais. encore quelque chose sur Parabole? Oui, très rapidement. Bien sûr, C'est un récit qui est à mettre en parallèle avec Requiem parce que ça parle du libre arbitre, de l'autodétermination, de la liberté de choix. Je trouve que dans les dessins de ville, alors on retrouve le Moebius quand le gourou là est dans sa secte et tout, on voit des monolithes, on voit des dessins, des trucs qui sont très Moebius. J'ai trouvé quand même que les scènes de la ville, ça me faisait penser à Watchmen. Voilà, ça me faisait penser un peu à ça, quelque chose qui était assez, comment dirais-je, familier. Et juste pour terminer, avant qu'on passe à Requiem, sur une petite note assez rigolote, quand Galactus arrive et laisse les humains décider de ce que signifie ce message-là, ça m'a fait penser dans les Monty Python, quand Brian envoie sa sandale, et puis qu'il y en a un qui dit regardez, il nous envoie sa sandale, ça veut dire qu'il faut qu'on jette tous notre sandale, et puis il y a la secte de ceux qui n'ont qu'une seule sandale et la secte de ceux qui ont 2 sandales. C'est exactement ça. Sur la vie de Brian, c'est un film absolument d'une profondeur extraordinaire. On est parlait bien de la d'accord. religion. On est bien d'accord. Et là, ça parle de la religion. Alors, ça parle quand même de dogme, parce qu'il parle de religion. Il dit quelle religion est fondée sur la haine, quelle religion est fondée sur la violence. La religion doit être fondée sur l'amour. On y revient une fois de plus, d'accord. Et d'ailleurs, une pensée pour la pauvre sœur du prophète qui va se sacrifier. Tel l'agneau sacrificiel qui va se sacrifier pour ouvrir les yeux de cette humanité qui est quand même irrécupérable jusqu'à la fin de ce comics. Moi, je l'ai lu il y a très longtemps, je m'en souviens pas très bien, et vous m'avez vraiment très fort donné envie de le relire. Et si en plus tu nous dis qu'il va ressortir bientôt avec les bonnes couleurs, ce sera... c'est même peut-être déjà dispo, c'est ce mois-ci en tout cas. Je vais regarder ça de près. Et alors, qui va nous parler de Silver Surfer Requiem? Ah ben, Reagan, Comme tu veux, je peux y aller. Si tu veux, comme vous voulez. Hein. Comme tu veux. Comme tu le sens. Bon, écoute, vas-y, je vais y aller. Ok. Non, mais on va t'accompagner. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais je vais y aller. Hein, Ah, pardon, j'avais pas compris. Vas-y. Oui, parce qu'il a dit ouais, t'inquiète, je vais y aller. Oui, pardon. Je vais y aller. Vas-y, XT, vas-y, c'est ton moment. C'est mon moment. Ah, tant de moments. Alors, Requiem, une œuvre écrite en 4 issues, écrite par. Alors, par contre, j'ai perdu le prénom, mais Straczynski. Alors, JMS. JM Straczynski, mais voilà, c'était plus pour le prénom. Et dessiné par Esad Ribic, je sais pas comment on le prononce exactement, Ribic, mais je crois. Qui, alors pour Esad Ribic, vous l'aurez trouvé dans Thor God of Thunder par Jason Aaron récemment, et peut-être encore d'autres choses plus récemment, mais je pense à son travail le plus marquant de mes souvenirs. Et Straczynski, que vous aurez pu lire sur du Spider-Man, Rising Star, Midnight Nation et d'autres œuvres encore diverses et variées, avec toujours un travail assez intéressant. Requiem, qu'est-ce que ça nous conte? Ça nous conte l'histoire de Norinrad, alias le Silver Surfer, donc, qui se meurt. Le récit se divise en 4. Les 4 issues se divisent en 4 thèmes différents, fondamentalement. Chaque partie aborde vraiment, ne se rejoignent pas forcément sur leur thématique et ils se rejoignent en même temps, mais je veux dire, on a quand même vraiment 4 parties vraiment distinctes. Alors, comment ça se fait que le Silver Surfer se meurt? C'est que sa peau se décompose
et il commence à subir les rayons stellaires, etc. La radiation cosmique. La radiation etc. cosmique, etc. ouais. Sa couche d'argent. Oui, voilà. Et donc, pour confirmer, en fait, dans le premier issue, pour confirmer son état, il se tourne vers les Fantastic Four et principalement Reed Richards pour analyser son corps et sa santé. Alors, concrètement, la première issue, peut-être celle qui se lance le plus, et peut-être qu'il y a le moins. Alors, en tout cas, moi, j'ai le moins senti de choses qu'il avait racontées, qui était plus là pour poser l'intrigue. Là, c'est plus sur comment accepter le fait qu'il va mourir dans ce moment-là. En fait, lui, il l'apprend, le refuse, puis il accepte, enfin, le refuse d'une certaine manière en voulant le confirmer par Reed Richards, mais il dit qu'il le sait déjà, qu'il va mourir. Donc, il ne cherche qu'une confirmation à quelque chose qui est inéluctable. Donc on a ce premier issue auquel, pour moi en tout cas, c'est pas le moment où j'en aurais le plus à dire de mon côté. Peut-être qu'après vous voulez compléter de votre côté là-dessus. Oui, ça continue. Okay. Enfin, moi, il y a le côté famille quand même, voilà, parce que il va pas voir n'importe qui, il va voir le 4 Fantastiques qui sont ceux qu'il rencontre quand il arrive sur Terre, quand Galactus arrive la première fois sur Terre. On sent qu'il y a une véritable affection. Alors ça nous parle un petit peu des 4 Fantastiques, mais on sent qu'il fait partie de ce groupe-là, il fait partie de cette famille-là. Ils sont tous tristes de voir l'état dans lequel il est. Et dans cette issue-là, ce sera développé dans la deuxième, on nous parle de l'attachement du Silver Surfer pour la Terre. On lance cette espèce de quête initiatique pervertie à l'envers, parce qu'il va vouloir rentrer chez lui, et ça marque véritablement son attachement pour la Terre, parce qu'il va vouloir, avant de rentrer chez lui, visiter la Terre, et ça commence ici. Ouais, alors c'est là où justement... Juste par rapport toujours à premier issue, ce que je trouvais intéressant, c'est que comme il le dit un petit peu il le sous-entend, c'est les 4 Fantastiques qui ont redonné vie à Norrin Radd. Oui, historiquement. Jusque-là, c'était le Silver Surfer qui était anesthésié et qui allait de monde en monde, qui détruisait de monde en monde littéralement. C'était devenu son quotidien, sa vie. Le héros. Et c'est vraiment le héros de Galactus, dans le sens annonciateur. Hérold. Et c'est vraiment Reed Richards qui a réveillé Norrin Radd, qui était c'est pour ça que c'est les premiers qu'il va revoir, parce que c'est eux qui ont découvert qu'est-ce qu'il y avait sous la couche d'argent, quoi. En effet, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas noter. Et je trouve que déjà, je vais en reparler dans les autres, mais déjà, ça sonne très, 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 très juste. Ouais. Alors, quelque chose clairement que j'ai pas immédiatement précisé, Straczynski sait écrire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ah oui. Il sait écrire et il sait manier, on va dire, la poésie et l'image. Je pense que toute cette œuvre peut être décrite comme une longue poésie graphique. C'est même un chant. Pour moi, c'est un chant. Alors, c'est même plus simple que ça, puisque les noms des 4 issues sont les mouvements de la messe traditionnelle catholique, ou grégorienne, enfin peu importe. Donc, Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Donc, c'est clairement ce qu'il veut faire passer comme message. Et à côté de ça, on a quand même Poker Face et fesses musclées. Vous serez d'accord avec moi? Tu regarderas, il y a des Poker Face et des fesses musclées, il y a des fesses pendant... Alors, si tu veux parler du graphique tout de suite, et après on va repartir sur la deuxième issue, je trouve que justement, Esad Ribic ne fait quasiment pas des yeux exorbités cette fois-ci. Ce qui est particulièrement rare dans son dessin. Alors que j'adore Esad Ribic. Laisse continuer. Et donc on part sur l'issue 2, et là en fait, justement, tu as commencé à l'évoquer, et pour moi c'était le moment où le Silver Surfer était le moment où il faisait son don à l'humanité. Qu'est-ce qu'il pouvait offrir de plus? Et en fait, on a ce représentant de l'humanité en tant que le peuple humain via Spider-Man et Mary Jane. En fait, tout l'issue se passe en conversation avec surtout Spider-Man. Et qui... Faut que je le lise alors. Bien sûr. Et voilà, au moins la 2. Et qui mieux de Spider-Man pour représenter le genre humain, et l'humanité dans Marvel que lui comme personnage aussi humaniste. Oui, et naïf en même temps, parce que mais pourquoi tu as une planche de surf? Oui, c'est vrai. Pose la question. La question est pertinente, je suis désolé. La question est pertinente. Et la réponse, c'est chaque outil a son utilité. Il a été fait pour ça, pour son utilité. Et expliqué de manière, une fois de plus, très poétique. Beaucoup mieux que moi à l'instant. Un poète. Et en fait, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est quelque chose c'est un comics qui se ressent beaucoup aussi dans son écriture. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à en dire, tout en beaucoup de sensations. C'est-à-dire que là, en effet, Norrin Radd décrit son attachement à l'humanité. Via Spider-Man, il réfléchit, en fait, il y a une forme de réflexion sur qu'est-ce que je pourrais faire comme dernière
offre à l'humanité. Et par ça, en fait, il commence à se trouver la réponse quand c'est l'anniversaire de Mary Jane. Et Spider-Man, et le Silver Surfer a proposé à Spider-Man, je te donne mes pouvoirs pendant 5 minutes et tu pourras profiter de savoir ce que ça fait d'être moi, de te balader. D'avoir la vraie liberté. La vraie liberté, voilà. Sauf qu'il fait non, c'est pas pour moi, c'est l'anniversaire de ma copine ou de ma femme, je sais pas à quel moment de la série. Il profite que ce soit son anniversaire, mais le message quand même qu'il veut faire passer, c'est que lui a déjà vécu des exploits extraordinaires et sa femme ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il vit au quotidien. J'allais le continuer, Pardon, excuse-moi. mais c'est pas grave. Et du coup, en effet, il offrait quelque chose à quelqu'un encore plus, beaucoup plus terrien, encore plus terre à terre que lui n'a pu l'être. Allez, c'est là où t'as vraiment le côté j'offre à l'humanité, il va donner à Mary Jane ce pouvoir temporairement et elle va se rendre compte que c'était quelque chose d'exceptionnel, de paix, elle s'en jamais sentie aussi bien et ce genre de choses. Et liberté. De liberté, ouais. Et les mots sont liberté et paix en effet qui résonnent. Et là à ce moment, Norrin Radd se dit ok, si j'ai pu offrir ça à une personne, est-ce que je pourrais l'offrir à toute l'humanité pendant au moins 5 minutes? C'est Spider-Man qui lui. Oui, ouais, bon. Mais il l'offre, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il va offrir ça à l'humanité pour, même à ses plus grands despotes, en fait, il ne fait pas de distinction à ça, pour le choix de se dire, je vais offrir même aux personnes les plus désœuvrées, ces moments-là de liberté et de paix. 5 minutes de paix absolue dans sur le monde toute la entier. planète. Voilà. Qui peut en dire autant? Joli. Est-ce que j'ai pleuré? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça fait 3 fois que je le lis et que je repleure en le redisant? Absolument pas. Il t'en reste un peu au coin de l'œil. Exactement. Il y a du sel ou pas dans tes larmes? Ouais, non, il y a... Alors, sache que les larmes sont salées dans l'absolu. Bon, et sinon Ça donne de l'espoir. On va peut-être... je vois que Ouais, ça file, on va peut-être pas résumer tous les... Enfin, attention, tu as résumé le principal, je pense. Je vais juste passer rapidement sur la troisième. Ouais, je vais enchaîner, puis je vous laisse rebondir. Non, c'est la 4e qu'il faut... Oui, voilà. Non, mais je veux dire, non, mais justement, ouais, la troisième... La troisième et aborde beaucoup plus sur le conflit religieux dont on avait évoqué avant. Moi, je vais avoir un énorme parallèle au conflit israélo-palestinien. C'est le truc est pas du tout caché. Enfin, on parle de conflit pour la Terre Sainte entre deux peuples qui veulent se battre pour une terre commune. Et lui et le Silver Surfer en grande bonté dans ce dernier acte cosmogonique. Universel, enfin cosmique, voilà, va faire gagner la paix entre deux peuples. Et évidemment quelque chose qui aujourd'hui dans ce conflit paraît bien compliqué. Je passe rapidement dessus parce que voilà, il faut qu'on évite. Alors, et donc la 4e. Je me permets juste, je vais pas raconter l'histoire. Moi, c'est l'issue qui m'a le plus marqué. La 3. C'est l'issue qui m'a le plus marqué. La plus marquée, c'est une guerre de religion. Quelle que soit la religion, avec des civilisations entières, dans une circonstance un peu particulière, mais qui se sont construites autour de la détestation et qui ont construit leur développement technologique, leur développement intellectuel, dans le seul objectif, c'est de détruire l'autre. Et c'est une des critiques les plus acerbes que j'ai jamais vues de la religion, telle qu'elle peut être présentée, alors le Silver Surfer va détruire les armes qui permettent de se faire la guerre, et les peuples vont se rendre compte que tout ce pourquoi ils se sont sacrifiés, tout ce pourquoi ils sont morts était vain, et ils vont renverser les élites religieuses qui les mènent à l'abattoir. Ils vont d'ailleurs c'est un véritable massacre. Et une fois de plus, on parle d'autodétermination, on parle de libre arbitre, et une fois de plus de liberté. Je pense que c'est au-delà du côté parabole, pour reprendre le terme de la précédente revue, du précédent focus. C'est cette liberté-là, ce libre arbitre-là, c'est quelque chose qui est très important. Il est beaucoup plus optimiste que parabole dans son ensemble pour ça. Presque naïf pour le coup. Les armes et les lieux saints. Et les lieux sains, oui. Il met à bas les deux religions. Voilà. Et la 4e issue nous amène... retour au bercail. Donc effectivement, donc tout ça a été un retour aux sources, à Zenla. Encore une fois, qui n'existe plus. Ah si, non. Si. Oui. J'espère bien. Ah, mais si, il s'est un peu sacrifié pour quand même. Ça, donc effectivement, il retourne vers Shalabal, son amour de toujours, et tel un poisson remontant la rivière pour mourir. Saumon argenté. Oui, aux côtés des êtres aimés. Et retrouver ses êtres aimés. Et
Effectivement, là encore, hein, c'est très juste, c'est encore une fois très christique, bien sûr, puisque le peuple vient voir ses derniers instants et partager la marque de sa présence et qui lui rappelleront toujours l'importance d'être bon pour les autres. Et à propos de Marc, il y a un invité de Marc. Et effectivement, Galactus lui-même va se présenter sur... Il y en a moindre des choses. Alors oui, sauf que quand tu vois débarquer Galactus, t'es pas rassuré Non. quand même, hein, en l'occurrence. Mais effectivement, Galactus va rendre hommage à son héros. Et donc Pas Jean-Marc Ayrault. Hein. non, toujours pas. Et donc il va le renouveler son serment de ne pas détruire Zenla. Il va d'ailleurs ça va devenir la seule planète qu'il accueillera comme non pas comme une menace, mais comme je vais pas dire un ami, mais quelqu'un qui a partagé la douleur de la perte de Norinrad. Et le récit se terminera par une poussière d'étoiles que deviendra le surfeur en se retrouvant à la demande de Shalabal. Donc le Galactus va transformer le corps de Norinrad en étoile dans le ciel de Zenla. C'est une masterpiece. C'est vraiment parmi ce qu'on a écrit de mieux tout court. C'est bouleversant, c'est extrêmement bien écrit. Ribix se donne à fond, il y a des tableaux cosmiques à couper le souffle. C'est des compositions fluides, on voyage. Il y a un petit côté mélancolique, on retrouve un petit peu, je trouve, la Peace on Earth de Paul Dini et Alex Ross sur Superman. On retrouve un peu cette ambiance-là de fatalité, mais que quand même il faut aller de l'avant. Oui, et puis d'acceptation de la mort. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est pas. Alors, je me rends compte qu'on fait beaucoup de récits de mort, hein, puisque la dernière chasse de Kraven, Captain Marvel, on y va. Hein. Mais bon, que voulez-vous, les bons récits, ce n'est pas que les débuts, c'est aussi les fins. S'il fallait chipoter, je dirais que l'épisode 3, quand même, est un peu moins bien maîtrisé au niveau de la narration, même si le message passe très bien, il n'y a pas de souci, et que globalement, ça reste génial. Vraiment, j'ai envie de dire, nous sommes tous des poussières d'étoiles et sommes destinés à le redevenir. Oh, c'est beau. C'est beau, et C'est je pense beau. qu'on va conclure ce focus là-dessus. Merci messieurs, vous m'avez bien donné envie de relire Parabole et de lire Requiem. Les deux seront donc disponibles en must-have, puisque lui aussi ressort en must-have. Enfin, il est disponible en must-have. Eh ben, c'était très bien. On va passer à la suite. Ah, jingle. Sur les bulles. Bon, alors si vous voulez nous retrouver, évidemment, parce qu'on est tous jeunes, enfin certains d'entre nous. Une bande de jeunes. Voilà, vous pouvez nous Je sais pas retrouver. du tout de quoi vous parlez. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Mastodon. Donc, selon nos âges, on va dire chacun un réseau social. XT, où est-ce qu'on peut nous retrouver, nous, le Comics Outcast? Le Comics Outcast, on le retrouve sur Discord, sur le VHS. Voilà. Sinon, sur Instagram. Sur Twitter. Voilà. Et puis, moi, évidemment, sur Facebook. Hein. Il en faut. Dans le BCC, le Bouilla Comics Club. Sur MySpace aussi, je me souviens pas. On l'a fermé. Toujours vivant, toujours debout. Hein. Toujours debout, le BCC est toujours là. Mais sinon, effectivement, plus dans l'air du temps, sur le Discord, venez rejoindre notre communauté qui est sympathique et bienveillante et que je salue au passage. Salut. On va passer à la dernière partie de cette émission, le HLB, le hors les bulles, consacré donc aux comics hors des pages et ici au cinéma avec Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Alors messieurs, vous avez fait un double focus absolument passionnant. Mais par contre, je vais vous demander du coup d'être un petit peu plus concis sur Ant-Man et la guêpe. Challenge accepté. Ça tombe bien, accepté. on n'est que deux à l'avoir vu. Déjà, voilà, nous sommes que deux à l'avoir vu. Ah bah oui, ça. Donc, XT l'a vu, Regan l'a vu. Et est-ce que vous allez nous donner envie d'aller le voir? Qui se lance? Allez. Ah oui, donc oui, et Ketrus l'a pas vu, mais il est prêt à nous faire le pitch. Ah bah, Alors, qui nous le pitch? Je te laisse le pitcher, j'attaquerai après. Alors, on l'a derrière fait courte et rapide. De toute façon, le film n'a pas de temps à perdre, très clairement. Donc, nous nous situons dans la petite ville de San Francisco avec Ant-Man et sa petite famille, hein, donc Scott Lang, Hank Pym et consorts. Et sa fille Cassie, qui a tendance à être un petit peu une trublionne, pour dire ça comme ça. Une ado, hein. Voilà, une ado qui fait des 400 coups, on va dire, et qui surtout qui a des convictions et qui veut les porter haut et fort.
quitte à réduire des voitures de police lors de manifestations. Et donc il se retrouve donc un petit peu à dîner et d'une chose à une autre, il se trouve que Cassie leur indique qu'elle a déjà commencé à retravailler sur des éléments scientifiques autour du Quantumverse, donc le fameux endroit où a été enfermée sa mère, sa grand-mère. Pardon, excusez-moi, pendant plusieurs années, et on voit que quelque chose ne va pas dans le sens où elle a l'air de baliser quand même. Hein, Tu m'as perdu, mais non, c'est pas sa grand-mère, hein, Cassie. Mais si. Non. Bah, Qu'est-ce enfin, que c'est T'adoptes la sa grand-mère. belle-grand-mère, si tu veux. Enfin, c'est oui, enfin, c'est oui. Oui, il rend pas les choses plus compliquées oui, qu'elles sont oui, déjà. Mais non, mais je veux dire, elles sont pas. Non, 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 c'est c'est pas- la maman de. C'est sa belle-grand-mère. C'est la maman de sa belle-mère, oui. C'est sa belle-mère. Enfin, c'est sa belle-grand-mère. Oui, voilà. Voilà, on va y arriver. Et donc Janet est restée donc bloquée dans plusieurs années dans le Quantumverse, mais n'en a jamais parlé. Enfin, elle a dit j'étais bloquée, point quoi. Manifestement, elle n'a pas tout raconté. Hein, et fil d'une excuse scénaristique à une autre, donc elle dit de couper rapidement toutes ses recherches à la con et de vite arrêter tout ça, parce que ça va poser problème. Donc, personne ne comprend pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et là, bien sûr, patatras, l'appareil se dérègle, il explose et tout le monde se fait aspirer dans le Quantumverse. D'accord. Quelqu'un qui a voulu faire un sort à l'envers ou même pas on est à ce Non, niveau-là, il y a une explication qui vient après sur D'accord. pourquoi il se retrouve aspiré dans le Quantumverse. Durée du film à ce moment-là, 5 minutes. Oui, voilà. Ah oui, c'est- d'accord, oui, ça perd pas de temps. Ouais. Non, Non. on est directement dans le sujet. Bon, Et donc, c'est qu'à la bande-annonce que j'ai vue. je ne sais pas, je ne regarde pas les bandes annonces, je ne t'avoue, je regarde Oui, c'est que pour ça que je les premiers Que les teasers. teasers. C'est le premier Effectivement, teaser. tout à fait. Et donc, tout ce petit morceau dans le Quantumverse. Évidemment, ils vont se retrouver séparés à un moment donné, je vous épargne les détails, et donc ils vont se comprendre qu'ils ont été attirés volontairement dans le Quantumverse, et que c'est dû à une menace qui était présente lorsque Janet était enfermée, en la personnification de, roulement de tambour, Kang. Qu'en est-il? Ah bon Moi, j'étais sûr que ce serait Mephisto, moi. C'est bien lui. C'est bien lui. Ah, mais ils l'ont bien gardé secret parce qu'on l'a pas c'est- vu venir pas du tout. Alors c'est Kang. C'est Kang, d'accord, c'est Kang. ouais, j'en reviens pas. Putain, Kang. Aussi. Non. Kang, C'est même pas le Marseille qui fait la blague. Conquérant, donc, qui est un personnage que vous avez peut-être déjà entendu parler dans une autre série par ricochet, même si on en voit très peu d'ailleurs dans la série, qui est Loki. Oui. bien sûr. Donc Kang, qui là en l'occurrence est une version Kang le Conquérant, hein, ça me paraît assez clair sur ses ambitions et sur le but qu'il a à mener, qu'il n'est pas là pour beurrer les tartines. On découvre du coup que Janet l'a connue, hein, du coup c'est même elle qui l'a aidé. Alors, Bravo. eh oui, elle ne savait pas bien sûr que c'était le conquérant au moment où elle l'a aidé, mais effectivement elle l'a aidé et il va falloir essayer d'empêcher Kang d'arriver à ses fins et de s'enfuir du Quantumverse. Donc ça c'est le setup pour essayer de s'en sortir avec toute une péripétie, puisqu'on va découvrir que le Quantumverse n'est absolument pas un monde de mort, bien au contraire, c'est un monde qui fleurit de vie, qui bouillonne de vie, et avec ses factions, avec ses résistances et ses empires en construction, D'accord. avec Kang. Donc voilà pour le pitch initial. Ça nous donne Ouais. ça nous donne une bonne idée. Maintenant, juste la question. Est-ce que c'est bien? Et là, Alors- je pense qu'on va être divisé. Oui, Enfin, alors relativement. déjà, est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui. Est-ce que c'était sympa? Oui. Ouais. Est-ce que c'était parfait, incroyable, mais aussi bien que Doctor Strange 2? Non. Enfin, 3, 2, pardon. Pas possible. Non, bien sûr que non, mais... Doctor Strange 2, c'était déjà pas terrible, donc bon. Ah là là. Et après, dit que le sel est chez moi. Oui, c'est vrai, Mais- non, totalement. fromage. Mais j'avoue qu'effectivement, Lance-lui du fromage. le film s'est fait bien descendre par quelques critiques et j'ai un peu du mal à comprendre la haine. Qu'on n'ait pas trop apprécié, je comprends, mais honnêtement, il ne mérite pas un déferlement non plus de haine. C'est un meilleur Star Wars 9 que Star Wars 9, ça c'est cadeau. C'est un meilleur Oui, Black bah, Panther que Wakanda Forever. C'est pas difficile. Et honnêtement, franchement, enfin, il y a quelques défauts de ressort scénaristique un peu lourds. Enfin, un peu, voilà, merci, déjà vu, déjà fait. Des facilités de scénario, on sait très bien où on va, on sait très bien comment ça va se finir. Mais écoutez, moi j'ai passé une bonne balade. Je sais que visuellement aussi, c'était beaucoup critiqué. Alors, comme on en avait parlé un petit peu en neuf, l'arrivée dans le Quantumverse, c'est particulière. Mais je trouve qu'il y a une faune, une flore, une direction artistique après qui se déploie, qui est pas inintéressante. Moi, je trouvais qu'il y avait de l'idée.
Il y a un personnage, on peut spoiler de toute façon, on est là pour ça. Hein. Attention, nous Oui. allons spoiler à partir Voilà. de maintenant. Vous êtes Il y a prévenus. Kang. Voilà. Voilà. Donc, C'est parti. spoil. effectivement, au-delà de Kang, donc il y a MODOK, qui est volontairement dégueulasse. Mais c'est le ressort de la blague en fait. Et ça marche plutôt bien en Je fait. trouve que c'est la meilleure chose du film. Mais oui, c'est- J'ai pas spécialement. Enfin, j'aurais un Oui, autre avis bah, que le tien, mais. Vraiment, j'ai trouvé ça. Alors par contre, le reveal du personnage, tu as vraiment oula, ce mouvement de recul quoi. Et puis après tu dis bah oui, c'est une tête en fait. Enfin, tu peux tourner ça dans tous les sens. c'est MODOK. Hein. Bah oui, c'est MODOK donc. Après, n'en dis pas trop pour Voilà. laisser la surprise, parce que ça serait gâcher le meilleur moment du film Voilà, à tout le monde, c'est- enfin, mon point de vue. Mais franchement, j'ai passé un moment. Après, voilà, mais notamment autour de MODOK, il y a une ficelle sur la fin, j'en dirai pas plus, qui ne marche pas du tout parce qu'elle est colle de nulle part. Enfin, voilà, il y a 2-3 facilités, 2-3 maladresses. Il y a une narration en flashback qui, on le sait, mais pas que là, dans tous les films, ça suffit. Enfin, ça marche pas les narrations en flashback. C'est-à-dire que ça commence par une scène qui se passe peu pied après. C'est aussi le fameux, je vous raconterai quand sera arrivé, vous inquiétez pas. Ah oui. Voilà. Non, dis-le tout de suite. Enfin, Ça peut marcher, mais là, en effet, c'était Là, pas. là, C'était enfin, pas. ça marche pas très bien. T'avais pas besoin de mettre Mais au départ. il y a les deux potes de Scott. Non, Dieu merci, non. Ah, non, si, c'était le seul truc Ah, mon marrant Dieu, je des- détestais ça. Ah, Donc, tu vois, chacun les goûts et les couleurs. oui, c'est vrai. Non, le Kang joue bien. Je trouve que tous les acteurs ont l'impression d'être contents d'être là. Enfin, on pourrait. Hein. Non, mais J'étais tu surpris vois- de voir Michael Douglas, en effet, très content d'être là. Et Mais- j'étais surpris, il avait mais c'est vraiment ça. de se marrer. Mais voilà, tu vois, Douglas et Pfeiffer, on pourrait penser qu'ils sont là pour cachetonner, ils en ont rien à cirer, ils touchent leur chèque, ils se barrent. Ben non. je pense trouve qu'ils ont que- cachetonné, mais ils sont marrés à cachetonner. Mais oui. voilà, moi je trouve qu'ils se font plaisir, ils sont contents d'être là. Alors il y a un autre guest qui lui est peut-être un petit peu plus là pour le chèque, mais voilà, il y a donc pareil dans spoiler, donc il y a Bill Murray qui a littéralement. Oui. Quoi? Oui. Alors lui, non, il par a contre, une scène et lui par contre il est lui, là pour cache- cachetonner. là, oui, Alors, oui, il en a il a rien à rien cirer, pour- hein, mais vraiment puis en plus, les scènes, vraiment, enfin, aucun intérêt. Non, vraiment c'est. ah non, mais c'est à coup de blague sexuelle pourrie. Non, c'est pas très intéressant. Ça tombe bien. en plus, Mais tu vois, voilà, pour lui. Cassie fonctionne bien, Pfeiffer assure. Alors, Scott Lang est de toute façon très peu à l'écran, en fait. Donc, c'est même pas question qu'il fasse bien ou pas. Oui, il est assez Moi, peu à j'aime l'écran. bien Paul Rudd en plus. Oui, moi j'aime bien, mais il y a quand même assez peu. Enfin, c'est pas l'acteur principal, de toute façon. C'est là, en fait, je suis un peu en désaccord au niveau des Ouais. personnages, tu vois. Autant, je trouve, individuellement, ils marchent bien. Entre eux, ça marche Alors, pas du tout. Il y a peu de relations entre les personnages. C'est-à-dire que ça va vite. Et- L'histoire prévaut sur les relations entre Ouais, les personnages. en fait, D'accord. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu le dommage. début du film me promet, enfin moi j'ai l'impression qu'on promettait une histoire entre un père et Oui, sa ça, fille. oui, je suis d'accord. Et le truc, C'est survolé. C'est mais complètement alors, survolé. c'est survolé et tombe complètement à plat. Alors ils arrivent à en faire des trucs complètement marrants, mais c'est juste ces moments marrants que je retiens où, enfin, sans trop spoiler non plus, mais quand ils deviennent tous les deux géants, voilà. Et mais voilà, enfin, il y a quelques trop marrants. En fait, pour moi, j'ai bien aimé le film, mais en fait, je l'ai aimé parce que j'ai bien rigolé. Mais alors le reste, c'était pour moi en effet catastrophique pour tout le reste. En Ouais, fait, d'accord. Ouais. en termes scénario, c'était vraiment nul. En termes de logique globale, c'était nul. Mais par contre, je me suis bien marré. Genre MODOK m'a vraiment plié en deux. D'accord. Il y a quelques blagues plutôt bien sorties qui m'ont sauvé le truc, qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment. En fait, je suis vraiment l'entre-deux. C'est-à-dire que c'est vraiment le film où c'était vraiment pas intéressant, mais du coup, par contre, j'ai quand même bien rigolé. Donc ça va. Donc ça va. Mais il y a vraiment des trucs. Enfin, tu disais que c'était pas si moche que ça. Moi, je trouve ça extrêmement moche. Non, mais vraiment, je comprends En pas. fait, vous savez, ça me fait penser à quoi? Je sais pas, vous avez vu le jeu vidéo Les Gardiens de la Galaxie? Ouais, alors vas-y. C'est non, mais en fait c'est que Alors, le jeu déjà, vidéo, ne serait-ce que le jeu les vidéo est costumes, plus beau. non, Le jeu vidéo est plus beau. Non, je parle pas des personnages, je parle des décors. Les décors sont plus beaux dans le jeu vidéo que dans le film. Ah merde. Et bon, Mais la salière, elle est pas chez moi, vous voyez. Vous continuez de dire que c'est chez moi, mais la salière, elle est pas chez moi. Non, hein. elle est ce soir, ah non, mais clairement pas. aucun problème là-dessus d'assumer la salière. Et Matt Ouais. qui n'a pas vu le film Alors, et qui je l'ai va pas donner vu. son avis. Mais oui, mais non, je vais servir de candide. Je suis un petit peu inquiet en entendant, alors surtout XT. C'est pas le film qui est censé intégrer Kang, qui va être un des ressorts fondamentaux. pour Alors il les- était pour la prochaine. intégré dans Alors, Loki. ce film Oui, est mais bien bon. plus sur Kang et l'intérêt autour de Ouais. Kang, justement parce que comme il disait, les interactions entre les personnages sont assez limitées parce qu'ils font privilégier l'histoire autour de Kang et le film tourne bien plus autour de Kang que autour Oui, des ça. autres, globalement. Après, Mais Sur là, sur la trame narrative. Donc, oui, mais quand je oui. l'entends dire, moi je suis comme toi, Matt, il me rassure ouais. pas tellement parce Non. qu'ils ont l'air tous les deux d'avoir passé un bon moment, mais ils disent alors. Reagan un peu moins, mais XT, Non, mais ils disent quand même ouais j'ai passé un bon moment mais c'est nul hein. J'ai une deuxième question. Attends, juste par rapport à Vas-y, Kang, justement, vas-y. donc
Kang, l'acteur est impeccable. L'acteur est impeccable. Le costume est impeccable. Moi, ça me fait plaisir que les costumes Tout soient ce qui est impeccables. autour, tout ce qui est autour de Voilà, lui, ça va. c'est très bien. Le casque est impeccable, même si j'en ai. Je vais rester poli. Je vais essayer de rester poli. Arrêtez de retirer les casques toutes les 30 secondes. Bah oui. J'en peux plus. Ça coûte moins cher au J'en SF. peux plus. Non, mais là, il y a encore moins de raison que ce n'est pas un casque, c'est un masque Oui. avec son visage. Oui, mais... Donc je te reconnais, même quand il y a le casque, il n'y a pas besoin de le retirer. Ça suffit de faire ça, ça suffit. Deuxième question de Candide. Vous avez l'air de dire que, enfin, surtout XT une fois de plus, que l'intrigue est toute pourrie, que ça sent le fromage aux truffes, etc. Ça sent bon le fromage aux truffes, faut se calmer. Hein. Néanmoins, et sans, oui, mais ça sent fort. Néanmoins, c'est très bon. Mais néanmoins, sans jeter l'opprobre sur les œuvres de jeunesse, etc. Les scénarios dans les œuvres de jeunesse, les jeunes ou les gamins, effectivement, ils s'en fichent des méandres du scénario. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Est-ce que c'est pas un film qui est censé s'adresser à un public un petit peu plus jeune? Parce que nous, on commence à devenir Est-ce que nous, on est devenus trop vieux pour le MCU? Moi, c'est une vraie question que je Alors, pose, hein. Voilà. ça, c'est une réponse C'est qui une est bonne valable question. très souvent, c'est que comment dirais-je, le film fonctionne, comme tu l'as dit, on passe un bon moment. Les trames narratives, ils essayent, alors c'est difficile, mais de ne pas avoir de background, c'est-à-dire que tu dois pouvoir le regarder sans avoir vu le reste. C'est Mais pas le problème, 100% c'est vrai. même pas le problème de pas avoir de background, Mais- c'est que les seuls personnages qui sont écrits, les personnages intéressants, pour moi, t'avais des nouveaux personnages, c'est un des peuples locaux. Enfin, ils ont des vrais personnages avec un bon point de départ, ils en font rien du tout. Et ça, je trouve ça d'une tristesse absolue. Ils avaient des super persos et ils en font vraiment Alors, rien. Alors Et comme ça, tu ça disais, va. c'est un film Ant-Man, c'est-à-dire que Bien sûr. ça n'a mais... à la base, c'est un petit film Ils normalement. ont toujours pour- été plus légers. Voilà, c'est censé un budget. Là, ils ont décidé de s'en servir pour lancer pour le grand public qui n'a peut-être pas vu Loki, qui n'a peut-être pas le background autour du personnage, toute la notion de Kang et de l'importance de Kang dans les films à venir. Comme j'en ai parlé avec d'autres personnes, je suis pas sûr que c'était le plan initial. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'ils avaient prévu dès le départ que cette phase-là soit braquée sur un nouveau super méchant, super vilain qui va faire toute l'intrigue. Et je pense que c'est aussi dû au retour de la phase sur le multiverse qui se voulait sans méchant particulier, mais avec des films un peu plus individuels qui voulaient raconter leur propre histoire. Et ça n'a pas très bien marché. Et je pense qu'ils se sont dit, on va avoir notre nouveau Thanos et on va essayer de refidéliser sur ce concept-là, sur ce principe-là. Donc c'était pas un échec, c'est ça que tu veux nous dire. C'était pas un échec. Ça n'a pas marché. La phase du multiverse. Non, mais globalement, moi j'ai bien aimé, puisque comme je l'ai listé, pour moi dans la phase du multiverse, il y a quand même WandaVision, il y a Loki. Oui, non, mais, Oui, non, mais voilà. Moi, c'était pour la blague. Mais oui, effectivement, là, je sais que globalement, elle a été moins appréciée que Oui, d'autres mais phases. après, tout tu vois, simplement, comme tu dis, comme j'ai pas passé un mauvais moment non plus, c'est-à-dire que et, à la limite la scène post-générique, la première scène post-générique. Alors, il y a était- deux scènes post-génériques la en première, l'occurrence, effectivement. que je dis pas de bêtises. Alors, ultime spoiler, je vous laisse encore 1 minute et ça va être donc le spoiler carrément des scènes post-génériques, si vous voulez pas l'entendre. Non, mais même sans en dire plus, Non, mais elle lance bien, elle lance le reste, enfin elle lance quelque chose. Maintenant, à voir quand est-ce que ça va Est-ce arriver. que ça va retomber loin? Non, mais je veux dire, c'est pas une scène post-générique. Non, mais on a des scènes post-génériques qui peuvent t'entendre, genre. C'est pas une scène post-générique blague. C'est pas une blague, quoi. C'est une vraie scène. Il y a deux vraies scènes post-génériques. D'accord. La première, Mais- c'est sur la trame pour la phase à venir. Et la deuxième est plus caméo Et la deuxième, pour c'est faire plaisir. plus des choses qui vont arriver bientôt et donc qui teasent des choses qui arrivent là tout récemment. D'accord. Eh bien, merci messieurs pour ce HLB sur Ant-Man. et la C'était pas guêpe, si mal pour la faire courte. Ant-Man. Entre c'était pas si mal et j'ai bien rigolé, mais c'était nul. Hein. Allez, oh, dis donc, il va se calmer lui. Une émission magnifique, magnifique, notamment grâce au fromage que nous a ramené XT. Merci XT. On va dire au revoir Avec à nos plaisir. auditeurs et à nos chroniqueurs. Donc XT, mis à part que tu nous apportes du fromage aux truffes absolument délicieux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Pas nulle part. Voilà. Sur le Discord Pas du nulle part. VHS. Sur le Discord du VHS principalement. Je n'ai pas spécialement de réseaux sociaux sur lesquels Non. me retrouver. Comment t'appelles-tu dans le Vous pourrez retrouver toujours sur le nom d'X et Fate. Ok, très bien. Matt Satonaka, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans le Discord aussi. Oui, au milieu de la Seine-Saint-Denis, sinon en Aussi. vrai. J'ai un compte. Ils vont venir te chercher, attention. Hein. Oui, on les attend. Sur le Discord principalement,
J'ai un compte Twitter qui apparaîtra certainement en note de bas de page de l'épisode, mais Il paraît qu'on fait ça. Ouais. je fais beaucoup de retweets, beaucoup de likes. Je ne publie que peu de choses. Et toi, Regan, où est-ce que tu te retrouves et sous quel nom? Parce qu'on ne s'en sort pas. Non, mais toujours les mêmes choses. On me retrouve sur le Discord principalement, effectivement, comme mes camarades. Et puis après, Instagram pour Prigmore. Et sur Gérovite, pardon. Et sur Twitter, Prigmore. Et j'en profite pour dire que le fil Twitter que nous fait Regan tous les dimanches soirs est une des petites joies de mes fins de week-end. Eh ben. Merci. Et Je vous ferai notre. d'ailleurs des recos côté Kang, j'espère, dans la semaine. Et Ketrus, où est-ce qu'on peut te retrouver? Viens dire un mot dans le micro. À la fromagerie Gentil, boulevard Vincent Auriol, dans le 13e à Paris. Merci, Ketrus, qui a réalisé cette Pas un émission. code de réduction, quoi. Peut-être à la Salpêtrière aussi, non? Ou à l'hôpital Necker, je sais pas. Ah oui, quand tu sais, on l'a cassé de partout, notre pauvre réalisateur. Eh ben moi, c'est Jean. Vous pouvez me retrouver de temps en temps sur le Bouya Comics Club. Et il m'arrive de passer dans le Discord. Mais quand même, si vous voulez que je vous réponde, il faut me hâter maintenant que j'ai compris comment retrouver les mentions. Merci. Il a même son Regan. emoji, Et profitez-en. j'ai découvert que j'avais un emoji. Je suis Bravo! Tu es si beau merci, dessus. merci à vous, auditeurs. Merci aux Patreons qui nous ont écoutés en direct. Merci Merci à aux Ketrus. autres éditeurs qui nous écoutent. Avec un bras. Merci Ketrus. Merci à Ketrus qui a réalisé un bras. Avec une seule main. Du coup, on l'appellera Ket. Oui, merci messieurs, merci tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne journée selon que vous Oui. l'écoutez. C'est quoi un Un Weebs. Un Weebs, Ça, c'est c'était un genre, je fanat connaissais, de culture japonaise, mangas et autres, Évidemment, j'ai déjà et mon autres, étiquette. Fury et ce genre de choses. Et on le furie. qui montent des gunplats, tout ça. Des robots avec des gros boobs. Voilà. Les kaiju, Ah, les Alors, les gros Sentai, boobs, c'est à ma gauche. d'où Weebs. Fin de transmission.